Bonjour à tous. Sous une forte pluie à Bafoussam, des forces vives du RDPC ont tenu à faire entendre leur voix sur les crises sociopolitiques qui secouent la République du Cameroun. Sa Majesté Ibrahim Mbombo Njoya, patron politique du RDPC à l'Ouest, a invité la jeunesse de cette région à ne pas se laisser manipuler, à rester vigilante et à s'abstenir de toute initiative de nature à menacer la paix et le vivre ensemble au Cameroun. Après avoir condamné les manifestations anti-BIA à Genève, il fait savoir à ces activistes camerounais de la diaspora que l'unique champ de bataille, c'est au Cameroun. Le patron politique du RDPC à l'Ouest les accuse d'avoir mené une insurrection révolutionnaire au moment où des Camerounais réclament la paix sociale. Et il invite la région de l'Ouest à peser la passion politique et soutenir sans réserve le président de la République du Cameroun. L'organisation d'un tel meeting du RDPC suscite déjà de vives critiques au regard des difficultés que rencontre l'opposition à tenir ces meetings dans les principales villes du Cameroun. Cette prise de position des forces vives du RDPC a-t-elle laissé transparaître des solutions concrètes pour sortir le Cameroun des multiples crises? Rien n'est moins sûr. Et un grand absent à ce meeting à Bafoussam, Sa Majesté Sokudjou, le roi des Bamenjou, déplore les moyens cosmétiques utilisés pour résoudre des problèmes essentiellement structurels au Cameroun. Ces crises sociopolitiques et sécuritaires auraient pu être évitées, selon ce gardien des traditions, 11 ans après avoir écrit au chef de l'État pour exprimer ses préoccupations. Le roi des Bamenjou constate avec amertume qu'on a tout construit sauf une nation au Cameroun. Ces propos sont fort révélateurs des fissures observées sur la cohésion nationale. À cela s'ajoute l'aggravation d'une crise anglophone, illustrée cette semaine par des scènes insoutenables de torture et sévices corporels infligés aux femmes et leurs enfants. Ces couches sociales les plus vulnérables sont de plus en plus exposées à la merci des groupes armés sur le théâtre des violences meurtrières dans les régions anglophones. Alors que des exactions et des violations des droits humains se multiplient, les signes de décrispation de ces tensions sont toujours attendus. Les conditions d'un véritable dialogue sont loin d'être réunies. Pourtant, le Premier ministre, le chef du gouvernement, avait laissé entendre que le chef de l'État est prêt à discuter avec tous les acteurs, sauf de la sécession. Le Cameroun se dirige-t-il vers une nouvelle impasse? Le pays est-il conscient de la gravité de la situation humanitaire dans les régions anglophones et la crise sociopolitique que traverse le pays? Au-delà du report des élections législatives et municipales en 2020, comment désamorcer la bombe sociale? Comment sauver le Cameroun? Ces questions constituent l'ossature de droit de réponse ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour ce dimanche, des experts de haut vol, des professeurs émérites, des hommes politiques de premier plan sollicités ce dimanche pour l'émission Droit de réponse. Et pour cette nouvelle édition, je reçois sur ce plateau le bâtonnier Charles Tchongan. Bâtonnier, bonjour. Bonjour, monsieur Noufele. Je voudrais en profiter pour dire bonjour aux millions de vos téléspectateurs et à mes copanélistes qui vont tout à l'heure, j'espère, contribuer avec moi, n'est-ce pas, à l'éclairage de vos auditeurs. Vous êtes ancien bâtonnier, vous avez dirigé l'Ordre des avocats du Cameroun, vous avez également publié de l'impossible justice aux éditions du Chabel, un ouvrage qui pose le diagnostic de la justice au Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, Maître Désiré Sikati, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être dans vos studios. Je voudrais profiter de l'occasion pour adresser mes salutations les plus spéciales à certains de mes camarades qui ont été libérés il n'y a pas longtemps. Il y en a d'autres qui sont encore détenus pour des raisons injustifiées et incompréhensibles. Le parti est mobilisé pour eux. Ce sont des prisonniers d'opinion dont l'histoire du Cameroun retiendra qu'ils ont été en prison tout simplement parce qu'ils se battaient pour un avenir meilleur pour le Cameroun. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Avocat au barreau du Cameroun et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, le troisième panéliste, professeur, membre titulaire du comité central du RDPC, professeur Pascal Charlemagne Moussanga Nyamding. Bonjour. Bonjour à tous les copanélistes et surtout
je voudrais faire un clin d'œil à tous les biaïstes qui estiment que l'État et certaines personnes occupant les postes de pouvoir et de décision tardent à faire avancer le dialogue. Et je voudrais féliciter le comité exécutif du mouvement des biaïstes qui a décidé d'aller rencontrer nos compatriotes de la brigade anti-Sardinard. Nous en parlerons tout à l'heure. À l'effet de ramener rapidement la paix au Cameroun. Tout à fait, nous en parlerons tout à l'heure. Également présent sur ce plateau ce dimanche, ministre du chef de cabinet du SDF en charge de l'information, Jean-Robert Wafo, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de la prestigieuse émission Droit de réponse. Merci d'être avec nous ce dimanche. Il est consultant sur Droit de réponse, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour M. Noufele, je salue les co-panélistes, je salue les téléspectateurs fidèles de cette émission. Je reste avec vous, Edmond, pour évoquer ce premier sujet concernant ce meeting qui était plutôt redouté dans la presse. Le Messager a parlé de meeting de tous les dangers. Finalement, il s'est tenu sous une forte pluie à Bafoussam, meeting des forces vives du RDPC. Votre première perception, à l'ouest du Cameroun précisément, votre première perception, Edmond Kambia. Oui, M. Noufele, c'est un meeting qui était très attendu, qui a été annoncé dans les médias à travers, n'est-ce pas, le RDPC qui entendait répondre de manière ferme à ce qui s'est passé à Genève lors de la visite du chef de l'État, lors de son séjour privé. Et ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que on peut fixer le tableau de ce qui s'est passé en 3 temps. D'abord, il y a le cadre de la déclaration et la manière dont a été encadré ce meeting. Un deuxième point serait les discours des acteurs lors du dit meeting. Et un troisième point pourrait être l'environnement dans lequel le meeting s'est déroulé. S'il faut y aller de manière peut-être un peu sommaire sur ce qui s'est passé par rapport au meeting, au cadre du meeting, il faut dire que toutes les conditions étaient réunies pour que l'autorité administrative applique à ce meeting ce qui a été si souvent appliqué lorsque les partis de l'opposition font une déclaration pour faire une manifestation publique. Quand je parle des conditions réunies, je pense au motif menace de troubles graves à l'ordre public. Il y avait véritablement menace de troubles graves à l'ordre public, compte tenu de tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux avant cet événement. Mais malgré cela, l'autorité administrative n'a pas interdit le meeting. Le meeting, non seulement s'est déroulé, mais il y a eu un encadrement sécuritaire de taille. Sur un premier point, par rapport à ce meeting, on peut dire que le fait que le meeting se soit déroulé malgré cette menace que tout le monde voyait par rapport au message assez violent que l'on voyait sur les réseaux sociaux, par rapport à ceux qui pourraient participer à ce meeting, on se rend bien compte qu'il est possible que les partis politiques tiennent des meetings dans ce pays sans qu'il y ait des problèmes, des cas ou des dérives, quand c'est encadré, parce que c'était encadré. La deuxième chose, c'est que le meeting a eu lieu sur la place de fête, en présence de tous ceux qui l'ont annoncé, c'est-à-dire celui-là même qui l'a déclaré, le coordonnateur régional de l'Ouest pour le RDPC, Sa Majesté le Sultan Bonbon Djoya, qui a fait, nous reviendrons là-dessus dans un deuxième point peut-être sur les discours, qui a été effectivement présent et qui a eu un discours assez apaisé, il faut le dire, mais surtout sur le cadre du meeting, il faut dire que l'une des leçons, peut-être de manière brève, que l'on peut tirer, c'est qu'il ne faudrait pas que le RDPC ou l'administration donne l'impression qu'il n'y a que le RDPC qui peut, de façon régulière, systématique, tenir des meetings, alors que d'autres formations politiques, dans les mêmes circonstances, ne peuvent pas tenir des meetings. Après vous, Edmond Kambia, j'aimerais également avoir la réaction du bâtonnier Charles Tchungan sur ce meeting qui s'est tenu à Bafoussam sous une forte pluie. Cela a suscité de vives réactions durant toute la semaine dans la presse et au sein de l'opinion publique. Votre première analyse sur la tenue de ce meeting? Écoutez, dans une situation normale, ce meeting n'aurait pas dû créer de polémiques ni faire l'objet d'une émission comme celle-ci pour en discuter, parce que c'est normal qu'un parti politique dans une république, dans un état de droit, tienne ces meetings.
Cela dit, je voulais faire deux observations. La première, c'est qu'il faut qu'on sorte de la politique des réseaux sociaux pour faire la politique du terrain. La politique ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Je crois que l'observation de votre consultant démontre à suffit que ces analyses sont tirées de l'agitation qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, que je déplore pour ma part, parce qu'on y a vu, n'est-ce pas, des attaques inacceptables à l'endroit du sultan Bombon Djoya. On y a vu des menaces non voilées aux gens qui iraient participer à ces meetings. On a vu des adresses que j'ai également lues à l'endroit des chefs traditionnels de l'Ouest pour leur demander, soit en français, soit en anglais, soit en langue vernaculaire, de ne pas y aller. Donc je dis que ce type d'activité politique-là, n'est-ce pas, ne renforce pas notre démocratie. La seconde leçon que je voulais en tirer, ce sera la dernière, c'est qu'en fait, c'est la preuve par neuf qu'il est possible que dans ce pays, des meetings se tiennent sans désordre. Je crois que c'est important. Moi, je souhaite retenir cet aspect-là. Et je souhaite que les autres partis politiques en tirent les conséquences et organisent, effectivement, à la suite du meeting du RDPC, leur propre meeting pour que nous puissions observer si l'attitude de l'administration a changé ou pas. Peut-être que c'est une évolution du comportement de l'administration, mais en tout cas, c'est la réalité du terrain qui va nous déterminer sur la discrimination qu'on a observée par le passé entre le RDPC et les autres partis d'opposition. Si vous souhaitez que je mette un avis supplémentaire sur le fond, je dis, bon, il faut constater que le RDPC a fait foule à l'Ouest. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec eux. Ils ont fait foule, ils ont fait passer leur discours, et je note que dans ces discours-là, je n'ai pas senti, en dehors, n'est-ce pas, du discours un peu enflammé du secrétaire du comité central du RDPC, je n'ai pas senti une volonté de développer, n'est-ce pas, des actions haineuses ou violentes contre les autres partis d'opposition. Et j'ai noté dans le discours, dans la déclaration qui a été faite, parce qu'elle est importante, et dans le discours du représentant régional du comité central du RDPC, cet appel important au règlement de la crise anglophone. Je crois qu'il y a un consensus. À partir de là, on peut dire qu'il y a un consensus national sur le fait que l'urgence actuellement, en dehors des problèmes que le Cameroun connaît, l'urgence aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est de trouver des solutions pour mettre un terme à la crise anglophone. Vous avez parlé des partis de l'opposition qui doivent eux aussi organiser des manifestations publiques à la suite de ce meeting du RDPC. Il y en a qui ont l'expérience de ces meetings souvent projetés, mais qui ne sont pas toujours tenus tels que souhaités. Jean-Robert Wafo, le SDF, a plusieurs fois essayé d'organiser des meetings à Bafoussam même, dans la région de l'Ouest. Lorsque vous voyez le RDPC se mobiliser à Bafoussam, tenir ce meeting, quelle est votre analyse? Quelle est votre réaction? Ça ne me surprend pas du tout. Parce que voyez-vous, j'ai en image une scène le 24 avril, le 24 avril 2017. Le RDPC a organisé une marche sur les artères, n'est-ce pas, de Bonanjo. Et l'honorable Jean-Michel Nietzsche, qui a déjà essuyé 42 interdictions de manifestations publiques, ça il faut le dire ici clairement, a voulu également tenir, n'est-ce pas, le même jour, un meeting. Il a essuyé un refus catégorique du sous-préfet de Douala-Premier. Donc c'est vous dire 2 poids 2 mesures qu'il y a, n'est-ce pas, dans l'application, je veux dire dans les autorisations, entre guillemets, de manifestations publiques. Non, moi je vais dire, ce que je retiens du meeting de Bafoussam, c'est quoi? C'est que, d'abord il y a l'attitude de nos chefs traditionnels. J'ai dit c'est les gardiens de la tradition, à ce titre je les respecte. Mais en même temps, quand eux-mêmes se font ridiculiser par des gens eux-mêmes ridicules, ça pose problème. Parce que voyez-vous, j'ai pu observer que il y avait certains monarques, certains chefs traditionnels qui étaient derrière des ministres et assimilés. On va me parler donc de la République. C'est vrai que la République existe, mais il se trouve également que quand on est par exemple ici à Douala, quand il y a une manifestation publique, il y a une page qui est réservée aux chefs traditionnels. Mais là-bas, ça n'a pas été le cas. De deux, j'ai retenu également du discours du sultan Bombon Djoya une chose. Il a dit précisément ceci, que le respect des règles doit être primordial dans l'exercice et l'expression de l'action démocratique. Quand il parle du respect des règles, il parle de quoi? J'espère bien qu'il s'adressait à la hiérarchie de son parti politique, ou du moins aux militants de son parti politique responsable. Parce que voyez-vous, quand on parle de respect des règles, de quel respect des règles parle-t-on?
quand déjà l'expression populaire, je dis le suffrage populaire n'est pas respecté. De quel respect des règles parle-t-on quand nous avons avec nous une ELECAM qui est constituée des membres du comité central du bureau politique du RDPC? De quel respect des règles parle-t-on quand déjà pour avoir tout simplement manifesté ou s'être exprimé, qui sont par ailleurs des droits constitutionnels, on se retrouve en prison? De quel respect des règles parle-t-on quand, n'est-ce pas, vous voyez des gens qui sont à même, juste parce qu'ils ont pris un bic, de violer de façon flagrante, n'est-ce pas, les libertés fondamentales. Non, je dis, il faut faire trop attention. J'aimerais bien voir le sous-préfet de Douala Premier, d'ailleurs, de Bafoussam Premier, le pauvre, bon, il n'y peut rien, parce qu'en réalité, il est sous la coupe de ses tutelles, donc de ses tuteurs politiques, je veux dire de sa tutelle politique. J'aimerais le voir, n'est-ce pas, accepter que les meetings également de l'opposition soient organisés dans sa circonscription. Et là, je tiens tout simplement à dire ceci, je vais paraphraser le député Jean-Michel Nidieu pour résumer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé là-bas. Il a parlé, n'est-ce pas, d'un festin macabre et ubiesque de fin de règne. Manifestement, ceux-là ils ont répondu à la honte en ajoutant à la honte. Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, quelle perception de ce meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais organisé à Bafoussam et durant lequel des forces vives du RDPC appellent les jeunes de l'Ouest et les populations à soutenir le président de la République sans réserve et à tourner le dos à ses appels à l'insurrection révolutionnaire? Ben déjà, Cédric, je pense que le constat élémentaire que tout Camerounais épris de bon sens devrait faire, c'est que de prime abord, on a le sentiment que le Cameroun est une démocratie spéciale. Une démocratie dans laquelle le parti au pouvoir peut se tailler le luxe d'organiser des manifestations publiques à sa guise, d'obtenir des autorisations, certes des autorités administratives qui sont désignées par les plénipotentiaires de ce parti gouvernant qu'est le RDPC, et que de l'autre côté, vous avez des partis d'opposition qui doivent courber l'échine, supplier le régime en place pour espérer avoir la possibilité d'organiser une manifestation publique. Je voudrais dire qu'en matière de démocratie, la démocratie ne s'accommode pas de cette pratique qui consiste à vouloir que les partis de l'opposition disent exactement la même chose que le parti au pouvoir. Parce que le sentiment que nous avons aujourd'hui, c'est que pour organiser une manifestation publique, il faut venir sur la place publique comme parti affilié au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ou bien à défaut, venir louer les mêmes thématiques que le régime. Or, nous savons très bien qu'en matière démocratique, celui qui est au pouvoir et qui, de temps en temps, et se sent obligé de dire oui à certaines choses, doit être capable d'accepter aussi que ses adversaires se réunissent pour dire non. C'est ça la démocratie. Si nous sommes dans un système où tout le monde doit chanter les louanges du parti au pouvoir, on n'est plus en démocratie. Donc ce qui s'est passé à Bafoussam est tout simplement la preuve confirmée de ce que nous avons toujours vécu. Le SDF et M. Jean-Robert Wafou a parlé d'une quarantaine de déclarations de manifestations publiques qui ont été rejetées par l'autorité administrative. Et rien qu'ici à Douala. Au sein du MRC, je peux vous dire que nous ne sommes même plus en mesure de compter le nombre de fois où les autorités administratives soumises au RDPC nous ont refusé le droit de pouvoir se manifester publiquement, se réunir publiquement. On en est arrivé à un niveau où même des réunions dont le but fondamental est de créer des organes de base du parti. Ces réunions-là sont interdites. Vous avez souvenance d'un foyer privé qui a été fermé à Bepanda, tout simplement parce que le MRC avait sollicité ce foyer-là pour procéder à l'installation d'un de ces organes de base. Donc, on est malheureusement dans un système politique où on prétend qu'il est démocratique, alors qu'en réalité, on voit très bien que nous sommes, tout se passe comme si on était encore dans un contexte de monolithisme politique. Maintenant, en ce qui concerne le meeting du RDPC, je dois avouer que dès le départ, tout le monde a compris que les organisateurs du meeting ont dit qu'ils organisaient le meeting pour contester la volonté de la base de porter atteinte à l'autorité de l'État, aux institutions. Mais en même temps, il y a une évidence qu'on ne saurait nier.
La volonté déclarée, en réalité, ne traduit pas le fond de la pensée de ceux qui ont organisé le meeting. Ce meeting-là visait tout simplement à montrer à M. Biya, quand je dis visait tout simplement, il s'agit pour les dignitaires, les élites de l'Ouest qui sont membres du RDPC, à montrer à M. Biya qu'ils sont capables de reprendre la main après le camouflet qui a été infligé au RDPC lors de la dernière élection présidentielle par Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, j'ai un problème parce que quand je regarde les images qui ont été diffusées, je n'étais pas sur le lieu du meeting parce que, naturellement d'ailleurs, je ne pouvais pas y être, mais il faut quand même reconnaître que quand je regarde les images que j'ai vues sur les réseaux sociaux, contrairement à ce que M. Batoye Tchungan dit, les réseaux sociaux constituent encore un moyen d'information politique assez crédible. Donc quand je regarde les images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, et diffusées d'ailleurs par les membres du RDPC qui étaient sur le lieu du meeting, j'ai quand même constaté quelque chose qui m'a surpris. Des bus, des centaines de bus qui étaient parqués dans des endroits bien précis, ce qui donnait le sentiment qu'il y a des gens qui ont été déplacés dans des villes comme Douala, Yaoundé, pour aller gonfler la population du meeting. Mais en même temps, lorsque je regarde les résultats qui ont été publiés par Elekam après l'élection présidentielle, et que je constate que M. Biya a quand même eu, d'après les résultats du Conseil constitutionnel, près de 232 000 votants, ce qui correspond en termes de pourcentage à 36% des votes. Je me serais attendu à ce que M. Biya, qui prétend avoir été élu à l'Ouest avec 36% des populations inscrites, eh bien, qui est l'équivalent de ce pourcentage en termes de nombre à son meeting, c'est-à-dire environ 240 000 personnes. Mais maintenant, quand je me rends compte qu'on nous fait venir des gens de différentes régions pour gonfler la place publique et donner le sentiment que la région de l'Ouest, sans aucune tribalisation, bien sûr, est derrière M. Biya, j'ai envie de dire, comme M. Sanganyamding, il aime le dire souvent, M. Biya est en train de se faire tromper par une certaine élite de l'Ouest, une élite profiteuse qui ne représente en rien les véritables idéaux ou bien les véritables revendications des populations de l'Ouest, et lesquelles revendications ne sont pas différentes de celles qui gagnent les populations de l'Est, de l'extrême nord et tout. Moi je veux bien comprendre comment peut-on organiser un meeting à Bafoussam dans une ville où un bon nombre d'écoles publiques ont des élèves qui s'asseyent à même le sol pour prendre des cours, où on a des écoles primaires publiques avec un maître qui est à la fois directeur, médecin pour les enfants, surveillant général, il fait tout avec une seule de classe où des enfants de différentes classes se retrouvent pour suivre les cours. Je veux comprendre comment est-ce qu'on peut organiser un meeting à Bafoussam dans une ville où vous avez, je ne sais pas si vous connaissez le petit marché de Toket. Justement, marché, je veux finir en deux mots. Le petit marché de Toket, non, c'est pour vous dire exactement, parce que quand on organise un meeting dans une ville, c'est en fait, on veut donner l'impression que la ville, les populations de la ville soutiennent le régime. Mais en même temps, je ne vois pas comment est-ce que les populations de la ville de Bafoussam peuvent soutenir un régime, alors que je vous disais qu'au marché de Toket, allez là-bas, vous allez voir qu'il y a des vieilles mamans qui font du petit commerce à même le sol, sous des vieux parasols, et leur pitance quotidienne, ce qu'elles gagnent au quotidien, c'est environ 50 francs. Si vous faites le ratio sur un mois, vous allez voir que ces mamans-là, elles sont nombreuses. Allez là-bas, vous allez voir. Et le petit marché de Toket est situé à côté du stade de Toket, dont la construction a commencé en 1982 et est terminée en 2018. C'est-à-dire qu'après 36 ans... Mais le RDPC continue de maintenir voilà. la raison de maintenir son point d'ancrage, à savoir la mobilisation de ces élites dans la région de l'Ouest, mobilisation contestée et critiquée au sein de l'opposition. Professeur Pascal Charlemagne Messaga Yamding, sur ce meeting du RDPC, qui s'organise à Bafoussam, pourtant l'opposition se plaint qu'elle peine à organiser le meeting dans le même lieu au regard de la réaction, l'attitude des autorités administratives qui interdisent de façon systématique le meeting projeté par l'opposition. Non, je pense qu'il faut faire très attention parce que le Cameroun est très vulnérable en ce moment. Ça, personne ne peut le contester. Il y a la guerre au Nozo, nord et sud-ouest. Au nord, c'est pas tellement cela. Nous avons la contestation politique qui vient aussi d'un parti qui s'est engagé. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un ici, des panélistes, dire qu'effectivement, le Cameroun a une démocratie spéciale. Oui, elle est spéciale parce que la plupart des adversaires du président ont été soit ses ministres, soit les anciens de son parti comme Fundi, ou soit ses ministres comme Kamto. C'est vraiment une démocratie spéciale. Et vous pouvez même constater que même dans la coalition
aujourd'hui gouvernementale, on retrouve pour la plupart des fois ses opposants. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui, on a même l'impression qu'il faut contester ce régime pour avoir un poste ou alors pour être bien vu. Non, moi je vais expliquer ça par 2 points, parce que je crois qu'il faut être apaisé. Il faut être apaisé. Le premier point, oui, il faut le reconnaître, le président de la République vient d'essuyer une humiliation à nul autre pareille menée par nos compatriotes à Genève. Hein, ça... Vraiment, il faut dire que ça a été quelque chose d'insupportable et difficile parce que quel que soit le cas, le président Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Il a été élu et d'ailleurs, jusqu'à preuve au contraire, j'attends que mon cher ami Maître Kitaki, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, hein, parce que je pense que les partis se reforment aujourd'hui non seulement avec des personnes intellectualisées, mais engagées, mais qu'ils nous ramènent rapidement les résultats attendus par l'Union africaine, hein, la Commission, qui voudrait quand même avoir la preuve que cette élection a été gagnée. Mais en attendant, parce que c'est le président des Camerounais qui a été humilié, il faut plutôt se pencher sur le motif de ce meeting. Le motif de ce meeting, c'était un meeting de soutien aux institutions, et moi je pense que tout ce qui peut être opéré et ramener la paix pour moi est une bonne chose. Je vous assure, la main sur le cœur, mon cher monsieur, si aujourd'hui, je vous dis, le MRC, le SIF ou n'importe quel autre parti organise un meeting de paix, moi je viens. Moi je viens. Alors, mettre à la fois... Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre thématique pour en discuter avec les populations qui sont autres que celles du parti au pouvoir? Ils n'ont pas le droit. Et pourquoi? Quand on va faire un meeting, à l'effet de dire qu'on conteste l'élection du président de la République élu, mais il est clair qu'ils vont en guerre. Deuxièmement, derrière, d'ailleurs, sur ce même point, nous savons tous que les marches consistaient à renverser le président. Vous savez, on avait en même temps, sauf si vous voulez, certains veulent jouer aux hypocrites, on a vu ce qui s'est passé en Algérie, première marche, deuxième marche, il y a eu embrasement, on a vu ce qui s'est passé au Soudan. Donc je pense qu'il est clairement établi que les motifs n'étant pas les mêmes, un meeting pour soutenir les institutions et un meeting pour contester l'ordre présidentiel, l'ordre gouvernant au pouvoir, et il ne peut pas être accepté. Puis deuxième et dernier point, j'ai beaucoup apprécié cette initiative parce que, vous savez, il y a eu la montée du tribalisme. Certains ont étiqueté abusivement et à tort les Bamileke. Je pense qu'on a constaté 2 choses. L'Ouest, c'est pas seulement l'Ouest Bamileke. Il y a le Noun, j'ai même mes frères de Sawa de Sanchou, il y a les Bamileke. Et les Bamileke, on l'a vu, ne sont pas des tribalistes. Je crois que ce point-là doit être noté à l'effet de dire que nous sommes dans une démocratie de soutien. Là, je ne cache à personne, hein, je suis d'accord avec Metikati. On a beaucoup de gens impopulaires de l'Ouest autour du chef de l'État qui ne foutent rien, qui passent le temps à raconter des sornettes au président, qui travaillent pour eux-mêmes, qui n'arrivent même pas à expliquer, c'est vrai à l'opinion, pourquoi ailleurs les enfants marchent. Tous disent toujours, on ne peut plus continuer alors que le président a un programme. 2 événements ont marqué la campagne du président. Mettre en place la décentralisation rapidement et tout de suite, et puis le dialogue inclusif. Alors, je suis d'accord, on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'y va pas vite tout de suite et maintenant alors que le pays s'embrase. Dernier point, allez, d'abord, sur ce point, je voudrais quand même rappeler qu'on a la preuve que le tribalisme n'est qu'une chose construite. Et puis, dernier point, je crois que cette main tendue est souhaitée. Je suis pour qu'elle aille plus loin que ce qui s'est passé à l'Ouest. Qu'on se retourne aussi vers nos compatriotes, dites de la brigade anti-Sardinard. Si je condamne leur acte, mais on ne peut pas aussi éviter comme ça les origines de ces actes. Parce qu'au moment où, prenez par exemple le cas de l'administration, où on a eu une canne foireuse, criminalité d'État avec beaucoup de fonds détournés. On a eu un Chizipes 2, peut-être vous ne connaissez pas ce problème, on a mis 2 milliards plus 2 milliards, on est déjà à 14 milliards. L'actuel ministre de la fonction publique réclame encore 8 milliards. Ça nous dit pourquoi on n'a pas mis en place le Chizipes 2. Il est clair que certains
ont aussi raison de penser que malgré nos problèmes, ils veulent distraire. C'est pourquoi je pense qu'il faut nous retourner également vers nos compatriotes, parce que j'ai constaté, je termine là-dessus, que ce qu'on a abusivement appelé brigade anti-billard, on ne va pas passer le temps à dire comme toi a fait ceci, hein, le UDC a fait cela, le SDF a fait ceci et cela, alors qu'on a des priorités, dialogue inclus et sécurité. Moi, je pense que ces enfants ont 3 problèmes. Jusqu'à hier encore, j'étais au téléphone avec certains membres de la brigade anti-Zana, que moi, en tant que membre du comité central, et quelqu'un qui porte l'idéologie à travers le mouvement national des biaïstes, je dois aller à leur rencontre dans 10 jours. Je crois que, 1, il y a des enfants qui souffrent parce qu'il y a une indifférence. 2, j'ai discuté avec certains qui m'ont dit, professeur, on nous a exclus de l'université. J'ai causé un gars comme Niamsi et bien d'autres. Et nous sommes allés nous battre, nous n'avons rien à voir, peut-être comme tout était fusible, mais nous avons de vrais problèmes. Et puis troisièmement, c'est vrai, il y a des programmes tôt. Moi, je crois que la meilleure façon d'aider le président, c'est de l'encourager à lutter contre la corruption, mettre en place la décentralisation, et puis enfin le dialogue inclusif. Les propositions tout à l'heure, Jean-Robert Wafo, sur cette politique 2 poids, 2 mesures d'organisation des manifestations publiques au Cameroun, et vous venez de suivre le professeur Msanga Nyamding qui estime qu'il faut soutenir toute action visant à être solidaire des institutions de la République du Cameroun et du chef de l'État face à ces attaques venant de l'extérieur. Écoutez, le RDPC ne va pas se transformer en directeur de conscience des partis politiques de l'opposition. Vous ne saurez imposer des thèmes, n'est-ce pas, pour des meetings de l'opposition. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas le faire. Vous le faites peut-être parce que vous êtes au pouvoir, mais nous sommes là également pour conquérir ce pouvoir. C'est tout à fait normal. C'est ça le respect des règles de jeu, malheureusement, qui n'existe pas au Cameroun. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que le Cameroun est à la croisée des chemins. Si rien n'est fait dans l'urgence, alors là, il pourrait y avoir une déflagration de très forte amplitude dont nul n'a absolument besoin à cette période sensible de la vie de notre nation. Monsieur Msanga Nyamding a parlé du dialogue inclusif. Oui, mais je le prends au mot. On a vu tout un premier ministre aller rencontrer la délégation du SDF qui était conduite par le chairman John Fondi. C'était à Bamenda. Le SDF a soumis 4 préconditions. Le premier ministre a dit qu'il était porteur, je dis bien porteur, d'un message présidentiel sur ce dialogue inclusif qui allait porter sur tout, sauf sur la séparation. D'ailleurs, la position du SDF est claire, dont la sécession est à proscrire. Mais que s'est-il passé après, M. Nyamding Msanga? Pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout? On a vu tout un ministre de l'administration territoriale voyager aux frais du contribuable, aller proclamer dans une chaîne internationale que on ne parlera pas de la forme de l'État. Mais bon Dieu, qu'est-ce que... C'était un lapsus. Écoutez, il n'a jamais dit que c'était un lapsus. C'est moi qui vous le dis. Atangandji est un ami. Vous n'êtes pas son pote. Il est anglophone, je t'en prie. Jusqu'à présent. Comme je respecte le tien. Tu sais, je peux te dire, mon frère, nous sommes quand même proches, hein, Robert. Ne jouons pas aux gens qui se battent devant les écrans de télévision. Atangandji, qui est un ami, m'a fait état de ce qu'en fait, il allait vers le centre du Premier ministre, mais ça a été un lapsus. Je peux le dire. J'aurais souhaité que ce soit... Donc, mais je le dis. Il fallait que M. Atangandji lui-même le dise publiquement. Je le dis, c'est mon ami. Non, mais écoutez, vous n'êtes pas son porte-parole, vous n'êtes encore moins le porte-parole du ministère de l'administration territoriale. Je suis coordonnateur du mouvement national des biaïstes. Donc, manifestement, il est membre de la coordination du mouvement biaïste qui n'existe pas, officiellement. Bon, ben, ce que je veux donc dire, il fallait que M. Atangandji, officiellement, comme s'est exprimé publiquement, n'est-ce pas, pour dire qu'on ne parlera pas de la forme de l'État, il fallait qu'il fasse de même. Paradigme de forme oblige. Il ne l'a pas fait. Bon, on dit mais alors, tout porte à croire. Mais à culpa. Tout porte à croire. Il ne l'a pas fait. Je vous en prie, Jean-Robert, restons sur la thématique. Donc, c'est pour vous dire. Allez-y jusqu'au bout. Parce que on est dans le thème. Parce que dans les différents discours, vous avez parlé, n'est-ce pas, du discours. Dans le discours, vous avez exclu, bon, en dehors du discours du secrétaire général du comité central, qui était très enflammé, parce qu'il était très emporté. Mais il y a également que le sultan a fait un discours. Un discours, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai pris un extrait sur le respect des règles du jeu. Donc, je veux tout simplement dire ceci. Tout le monde a besoin de l'apaisement dans ce pays. Nous sommes d'accord. Il faut qu'on le dise. Au Cameroun, nous sommes tous copropriétaires de ce pays, même comme il y a une minorité qui est là, qui s'est accaparée de tout, qui gère tout,
qui ne veut pas que les règles du jeu soient respectées. Parce que ce que je vais vous dire, quand vous parlez du tribalisme, mais vous voulez enfumer les Camerounais. Vous voulez enfumer les Camerounais. Il n'y a que deux tribus au Cameroun. Parce que moi qui suis à Nubel, je n'ai aucun problème avec mes amis qui sont dans d'autres régions. Donc ils sont originaires d'autres régions. Moi je me définis comme étant un Doualais originaire de l'Ouest. Mais je suis pas Doualais. Mais le problème c'est quoi? C'est que les gens confondent. Ceux qui entretiennent le tribalisme, c'est pour leur fin personnelle. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Parce que quand on dit telle tribu est à tous les postes de responsabilité, oui bon, c'est vrai, personne ne peut nier cela. Mais en même temps, qui sont ceux qui en bénéficient? Ce sont leurs proches. Ceux qui pillent les caisses de l'État pour aller construire des châteaux, aller regarder tout près de leur château, il y a des maisons en briques. Tout ce qu'on recrute là à l'ENAM, pas des moyens très peu orthodoxes, ce n'est pas tous les gens de la région qui sont recrutés ainsi. Non, je pense pour ma part, vraiment, c'est-à-dire que, et M. Pascal Nyamdi Messanga, je le dis ici de façon très grave. Oui. Il faut organiser ce dialogue inclusif. Nous sommes d'accord. Si vous ne le faites pas, dans l'urgence, je dis, vous ne vous rattraperez plus. Vous ne vous rattraperez plus. Il faut associer tout le monde. Et le SDF a défini 4 conditions, au-delà de ce qu'on a dit, n'est-ce pas, du côté, lors du meeting, là-bas. Parce que je me serais attendu également que ces chefs traditionnels de l'Ouest, qui s'expriment au moins quand il y a eu... effet domino de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au niveau de la région de l'Ouest. On a vu, n'est-ce pas, des incursions des bandes armées du côté de Bamboutos. Personne n'a rien dit. Les chefs de ce côté n'ont même pas fait la moindre déclaration. Du côté du Noun, ils n'ont pas fait la moindre déclaration. Maintenant, quand ils profitent de l'occasion de la brigade anti-sardinale, mais il n'y a pas meilleure façon de faire la publicité de la brigade anti-sardinale que de réagir comme vous avez fait à Bafoussam. Et puis quand vous parlez des problèmes sérieux, oui, vous avez parlé de l'université. En 90, j'y étais. Mais comment pouvez-vous accepter, comment pouvez-vous croire que quelqu'un qui a fait pratiquement 30 ans hors du pays, qui ne peut pas revenir dans son pays, parce qu'il se sent en insécurité, peut se retrouver en train, n'est-ce pas, d'adhérer à la proclamation des principes républicains? Ce n'est pas possible. Parce que nous avons des gars qui sont allés là-bas depuis 90. Ils ne peuvent pas revenir au pays. Ils ont été chassés des universités. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour qu'ils reviennent? Mais écoutez, et puis quand bien même ils partent, ceux qui réussissent là-bas, tout comme ceux qui essaient donc de réussir ici, ils vivent un drame insoutenable. Parce que Maître Tchunga ne va pas me dire, monsieur le bâtonnier, que chaque fois que vous rentrez, qu'au moins 2 fois par semaine, quand vous rentrez chez vous, dans votre domicile, il n'y a pas des parents qui viennent vous poser des problèmes. Vous n'allez pas me dire cela. Et en cela, vous ne pouvez pas être heureux. Si on avait bien reparti la richesse nationale, si on avait promu la méritocratie républicaine, il n'y aurait pas eu tout ce désordre. Cette clique qui entretient ce désordre trouve son compte. Et à ce propos, Sa Majesté, le chef politique du RDPC à l'Ouest, Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya, a invité les Camerounais activistes dans la diaspora à rentrer au Cameroun. Pour lui, l'unique champ de combat politique, c'est le Cameroun. Il invite la région de l'Ouest à apaiser la passion politique. Bâtonnier Charles Tchungan, sur ces propos de Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya, patron politique du RDPC à l'Ouest, et ces mouvements anti-BIA observés au sein de la diaspora lors de son dernier séjour à Genève en Suisse. Quelle est votre analyse de ces faits qui se développent au quotidien? Je voulais d'abord faire une observation. J'ai noté qu'en fait l'occasion des questions d'entrée servent de prétexte, n'est-ce pas, pour développer des thèses qui n'ont rien à voir avec l'émission, puisqu'on y est. Alors, vous souffrirez que je fasse le même exercice. Notre société aujourd'hui, elle est fracturée. Notre société est fracturée. Notre société est fracturée et dominée par 2 extrémismes. Bravo. Lesquels? Vous avez les extrémistes, on va dire ça comme ça, pour ne verser personne, de ceux qui en sont à la violence verbale et physique qu'on a vue à Genève. Vous avez d'autres extrémistes que j'ai entendus hier sur une chaîne de télévision privée américaine, n'est-ce pas, le nommé Gadan, qui stigmatise, n'est-ce pas, une communauté, les traitant de génocidaires. Je ne sais pas si vous avez suivi ça hier, de génocidaires. Que le président de la République était un génocidaire,
que son gouvernement est un gouvernement génocidaire et que la tribu Boulou est une tribu génocidaire. Il s'est présenté comme étant la victime du génocide, mais je note que dans sa déclaration, il indique qu'il est rentré chez lui qu'en 1980 pour y chercher un lopin de terre pour y construire. Et je me dis que ces extrêmes qui empêchent à la majorité silencieuse de ce peuple de s'exprimer a envahi l'espace politique. Pourquoi? Bravo, maître. Parce qu'on a fait croire aux Camerounais que pour faire la création de richesses, et je parle à l'économiste, pour faire la création de richesses dans ce pays, il faut faire la politique et être dans l'administration. La preuve, aujourd'hui, si vous listez les 20 plus riches Camerounais, vous y verrez une quinzaine de fonctionnaires, politiciens, et le reste, ce sont des hommes d'affaires attachés à des politiciens. En réalité, lorsque nous avons une société comme celle-là, ces groupes qui ne créent aucune richesse passent leur temps à engraisser l'État et à dégraisser l'État. Regardez la croissance exponentielle de notre budget depuis 20 ans. C'est quand même incroyable. Qu'on ait un budget qui a accru autant et que le Cameroun soit un pays autant sous-équipé. Voilà le vrai problème, n'est-ce pas, du Cameroun. Si nous voulons aller au fond des choses, ça ne sert à rien de dire qu'on a vu au marché de Toké une dame qui est assise par terre, qu'on a vu les membres de ma famille venir me solliciter pour du secours. Le débat, il est national. Si on veut que ce pays change, il faut qu'il change pour tout le monde. On ne peut pas, n'est-ce pas, faire de la casuistique lorsqu'on veut faire de la politique nationale. On ne peut pas cibler les individus lorsqu'on veut reformer notre démocratie pour une meilleure vie dans ce pays. La crise du Nord-Ouest et du Sud-Est, contrairement à ce que les gens ont dit, ce n'est pas une crise de langue. La crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est une crise du vivre ensemble. Nos compatriotes reprochent aux gros francophones de les avoir marginalisés pendant longtemps, de les avoir considérés comme des citoyens de seconde zone, puisqu'ils ne sont affectés qu'à des postes de sous-directeurs. Lorsqu'il y a un directeur général dans une société, on nomme le directeur général adjoint anglophone. Ce sont ces frustrations qui ont abouti, n'est-ce pas, à cette crise des avocats il y a 3 ans, suivi la crise des enseignants, auquel on a répondu, oh, c'est une question de traduction de texte au radar, c'est une question de professeurs francophones qui travaillent là-bas. Lorsque le procureur général de la cour d'appel de Bamenda a voulu s'exprimer exclusivement en français, on l'a remplacé en disant, voilà, on a fait réforme cosmétique pour des questions de fond. Et j'ai le sentiment que les débats aujourd'hui, quand j'entends les débats sur les plateaux les dimanches, j'ai l'impression que les problèmes de fond ne sont pas abordés. Nous sommes sur la surface. Chacun tire la couverture à soi. C'est moi qui ai la solution. C'est moi qui ai raison. La question du dialogue, qui est en cours de préparation, pour ceux qui sont informés, est une question auquel chaque acteur politique, je parle des acteurs institutionnels que vous êtes, c'est-à-dire les partis politiques et leurs représentants, doit s'y préparer. Mais il ne faut pas oublier que la société camerounaise, ce ne sont pas que les partis politiques. Le Cameroun est un pays de moins de 30 millions d'habitants. Il y a moins de 4 millions de votants. C'est-à-dire, en réalité, vous tous, partis politiques confondus, y compris le RDPC, vous ne dépassez pas, en termes de représentation électorale, plus de 4 millions de Camerounais. Donc, vous voulez donc qu'au nom des partis politiques, imposer à la République du Cameroun une dictature institutionnelle parce que vous avez monopolisé l'espace politique. Moi, je plaide pour que, dans les réformes qui viennent, qu'une place soit accordée, n'est-ce pas, au Cameroun du silence. À cette majorité camerounaise qu'on appelle parfois, par un terme flonflon, la société civile. C'est-à-dire que, pour les élections de proximité, que seront les élections municipales et les élections régionales, que l'on ouvre la place aux candidatures indépendantes, pour qu'on sente qu'en fait, les partis politiques ne constituent pas l'ossature de notre pays. C'est ça, ce sont ça les enjeux de demain. Et je pense que dans le cadre de ce dialogue, qui, de mon point de vue, ne devrait pas être un simple dialogue entre l'État ou le gouvernement et les 2 régions du Cameroun, qui doit être un dialogue, vous l'avez dit, inclusif, pour déterminer quelle est la masse critique de population nécessaire pour faire réussir la décentralisation. Avez-vous le sentiment, bâtonnier, qu'il y a une volonté du gouvernement d'aller au-delà de la question anglophone pour ouvrir le dialogue sur plusieurs sujets préoccupants
concernant la vie nationale? Je crois que le gouvernement n'a pas le choix. Si le gouvernement indique que la question de la séparation n'est pas sur la table, il est évident que la question qui est sur la table, c'est le niveau d'autonomie de gestion locale des populations. Et quelle est la masse critique capable, n'est-ce pas, d'assumer une telle gestion, tant au plan de la santé, au plan de l'éducation et au plan économique et des infrastructures? C'est la région. Il faut donner plus de pouvoir aux régions, faire des régions, n'est-ce pas, des espaces économiques viables, leur donner les moyens, non seulement leur donner des pouvoirs comme on a voulu faire pour les maires, où on a fait des transferts de compétences, mais derrière, on a bloqué sur le transport des moyens, mais qu'effectivement, l'État fasse des concessions à ce niveau-là. J'ai une dernière proposition à faire. Pour que ce dialogue réussisse, que faut-il faire? Il faut que le système hyper centralisé actuel, le système jacobin dans lequel nous vivons, fasse des concessions sur la régionalisation. La première concession qu'il faudra faire, c'est que les gouverneurs de région soient élus. Je n'indique pas que l'État ne sera pas représenté au niveau de région, mais que les gouverneurs de région soient élus. C'est-à-dire que l'exécutif des régions soit élu. Qu'est-ce qui est prévu? Que les délégués du gouvernement disparaissent. Nous sommes d'accord. Et que l'on favorise ce que moi j'appelle la coopération internationale horizontale, pour permettre, n'est-ce pas, des accords entre les collectivités territoriales nationales et les collectivités territoriales d'autres pays. Voilà ce que je voulais dire sur le fond. Mais je suis d'accord pour votre diagnostic. Pardon, juste une seconde. Oui, Jean-Robert. Je suis d'accord pour votre diagnostic. C'est des problèmes qu'on doit déposer sur la table. Je suis d'accord, en tant qu'élu et praticien, je suis tout à fait d'accord. Mais sauf que ça fait 23 ans, maître, monsieur le bâtonnier, que ce principe de la décentralisation est inscrit dans la Constitution. 23 ans. L'âge de la majorité au Cameroun, c'est de 20 ans. Je le dis en tant qu'élu du peuple. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du fait, d'abord, d'une absence de volonté politique au sommet de l'État, et ensuite des hauts fonctionnaires qui ont transformé la manne financière de l'État en leur mamelle nourricière. C'est de ça qu'il est question. Et quand un concept échoue durant 20 ans, 22 ans, 23 ans, il n'y a pas de honte à passer à autre chose. Et nous estimons, et je le dis de façon, c'est-à-dire étant viscéralement attaché aux valeurs. Donc vous passez à autre chose. Comment? Autre chose, c'est le fédéralisme. La décentralisation, ça ne marchera pas. On ne l'a pas encore. Et le roi des Bamenju s'est exprimé à ce propos, hein. Lui qui était absent à ce meeting RDPC à Bafoussam, il déplore le fait que des moyens cosmétiques sont utilisés pour résoudre des problèmes essentiellement structurels au Cameroun. Ces crises sociopolitiques et sécuritaires auraient pu être évitées, selon le roi des Bamenju. Il dit avoir écrit au chef de l'État en 2008 pour lui faire part de ses préoccupations. Il ne sait pas si le chef de l'État a reçu sa lettre. Cependant, il constate que le Cameroun vit les multiples crises qu'il avait déjà prédit depuis 2008. Edmond Kamgia, est-ce que cette sortie des forces vives du RDPC, au moment où la région de l'Ouest subit les effets dévastateurs de la crise anglophone, avez-vous le sentiment qu'il y a eu dans les discours une volonté de proposer des solutions concrètes aux multiples crises que vit le Cameroun, ou alors de soutenir uniquement le président de la République? D'abord, M. Noufele, je veux faire une petite précision. M. le bâtonnier a parlé des anglophones qui ont un problème avec le groupe francophone. Je voudrais être plus précis pour que ce ne soit pas très générique. Les anglophones n'ont pas de problème avec leurs frères francophones. Ils ont un problème avec le gouvernement de la République, avec la manière dont ils sont administrés, gérés depuis 1961. Ça, c'est la précision que je voudrais faire. Si vous avez revisité les accords de Fouman, vous ne diriez pas ça. Vous savez parfaitement ce qui s'est passé à Fouman. Ceux qui ont la mémoire de l'histoire savent que les francophones sont venus avec la délégation du Cameroun, accompagnés par des experts français, avec un document prêt à signer. Donc c'était un contrat d'adhésion. Les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont les effets continus ou continués de politique qui date d'il y a 50 ans. Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui comme si vous découvrez une frustration. Le SNC ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai. L'INCA ne date pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Si vous n'avez pas cette mémoire historique, si vous voulez reconstruire le pays par vous-même, c'est-à-dire du genre de dire « je suis donc », la politique commence à partir de moi. Moi, je parle de stigmatisation du peuple boulou tout à l'heure. Mais comme le temps me pressait, je n'ai pas parlé de la stigmatisation du peuple babiliqué. Donc je suis... On vous dit, Monsieur Camto et MRC,
M. Kamto est Bamileke. Dont le MRC est Bamileke et les Bamileke sont tous au MRC. Est-ce que c'est une bonne équation? Voilà les mauvaises stigmatisations qui entraînent des conflits réels. Et c'est entretenu par une certaine élite intellectuelle qui, au lieu de remplir leurs fonctions tribuniciennes, passent leur temps à continuer la facturation de notre cité. Une élite prédatrice. Tout à fait. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Et nous devons regarder ça avec froideur. L'analyser avec froideur et les dénoncer avec la dernière énergie. Autant j'ai dénoncé M. Nanga, autant je dis que ceux qui développent cette thèse sur M. Kamto, Bamileke, MSC, je les dénonce également. Si nous voulons que ce pays se retrouve autour d'une table pour régler ses problèmes, il faut d'abord évacuer ces questions périphériques qui font en sorte qu'aujourd'hui, je le dis froidement, mais je le dis avec la main sur le cœur, quand il y a certains gens qui se réclament de certains partis politiques sur les réseaux sociaux, dès que vous répondez, dès que vous les critiquez, vous avez deux qualificatifs qui arrivent. Soit vous êtes devenu sardinard, soit selon le deux extrêmes, vous êtes tontinard. Cette façon de gérer la politique, il faut que ça cesse. Et c'est pour ça que je dis qu'il est du devoir de vous les institutionnels, vous les partis politiques, de développer un discours républicain qui s'éloigne de ces extrêmes pour retrouver le Cameroun. Justement, retrouver le Cameroun, Edmond Kambia, s'éloigner des extrêmes, pour autant, l'on perçoit qu'on soit au sein du gouvernement ou au sein de certains partis de l'opposition ou encore ceux qui militent pour retrouver le Cameroun anglophone, il y a ce discours de haine, ce discours extrémiste qui prend de l'ampleur. Et vous étiez en train de développer à propos de cette crise anglophone, justement. Oui, au sujet de la crise anglophone, j'estimais qu'il faut les écouter et les comprendre et trouver les solutions idoines aux problèmes qu'ils posent. Aujourd'hui, la question est éminemment politique. Il faut la régler dans le cadre d'un discours national inclusif. Maintenant, il y a une question que vous avez posée, mais personne n'a répondu jusqu'à présent. C'était par rapport aux propos de Sa Majesté le Sultan à Bafoussam. Bonbon Joya, je pense que de tous ceux qui sont intervenus lors de ce méga meeting, comme ils l'ont dit eux-mêmes, dans les commentaires d'ailleurs, je pense que c'est lui qui a eu le discours le plus apaisé. Un discours enclin, plein de sagesse. Il a même dit, entre autres petites phrases, le linge sale se lave en famille. Il a également dit, quand l'enfant pleure, quand l'enfant a faim, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Il y a un des propos que le maire adjoint de Douala 2e, Robert Wafo a cité tout à l'heure, il a mis l'accent sur le respect de la règle de jeu, sur les libertés publiques. Et c'est un discours fort qu'il faut apprécier à sa juste mesure. Quand je dis que Sa Majesté a tenu des propos apaisés, c'est parce que les propos qu'il a tenus se rapprochent des idéaux, de la philosophie qui a été développée ces derniers jours dans ses tweets par le chef de l'État. Il a mis l'accent sur l'unité nationale, sur la cohésion sociale, sur le vivre ensemble, sur la paix. Contrairement aux propos, par exemple, du secrétaire général du comité central, qui était très dur, et dont on a retrouvé les mêmes éléments dans la motion de soutien qui a été lue et présentée en français par la militante du RDPC, le professeur Justine Difo, dans un ton dur, belliqueux. En français et en anglais. J'ai dit qu'elle a lu, elle a présenté en français. Il y a une autre, une compatriote, vice-lecteur d'une université à Tchad, qui l'a dit, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Envers les personnalités de la République. Edmond, je vous en prie. Vous pouvez vous exprimer, Edmond, sur cette motion de soutien et ces propos que vous estimez controversés. Allez-y. Oui, des propos que j'estime controversés, avec des termes belliqueux et haineux. C'est paradoxal. Dans cette motion de soutien, il dénonce et condamne la haine, le rejet de l'autre, le tribalisme, mais le ton et le fond du discours est plein de haine, est plein de violence à l'encontre de ceux qui ont une opinion contraire. Et j'estime que ça va à l'encontre même de ce que le chef de l'État recommande. Et que je disais tantôt, Sa Majesté le Sultan Bonbon Joya a été rassembleur dans ses propos, contrairement aux autres. Et ça, il faut le dire pour le féliciter. Et sur ce point précis, au niveau de la concorde nationale, il me semble que si tous les autres discours allaient dans le même sens que celui du coordonnateur régional du comité central pour l'Ouest, je pense qu'il y aurait moins de controverses, moins de polémiques sur la manière dont les choses se sont passées à Bafoussam.
Mais il faut le dire, et ça c'est important. Quand quelque chose se passe à l'ouest, il faut tenir compte de l'environnement. Et dans l'environnement, il y a au moins deux choses. Lesquelles? La première chose, c'est la cosmogonie. Pour un événement qui a été annoncé, qui a été connu, comme devant se tenir le samedi 20 juin, vous savez qu'il y a le rôle que jouent les ancêtres, pour ceux qui sont encore bantous, qui croient au rôle que peuvent jouer les chefs traditionnels avant de descendre sur le terrain. Vous savez que dans notre cosmogonie, quand les chefs traditionnels vont sur le terrain, ils ont la capacité à agir sur le temps. Je vais être terre à terre pour parler des brûleurs de pluie. On a assisté à une violente pluie, une pluie torrentielle, de plus de 2 heures de temps. Vous êtes d'accord en République, là? Non, je vous en prie. Non, Je vous en prie, monsieur Batoni, ne m'interrompez pas. Monsieur. Ne vous interrompez pas, monsieur. C'est des réalités. Ce sont des réalités dont il faut prendre. Aide-moi à aller jusqu'au bout. C'est une violente pluie, Aide-moi à aller jusqu'au bout. orageuse, Messieurs, aide-moi à la parole. qui a même été prédit sur les réseaux sociaux par certaines personnes que... Je vous en prie, professeur, vous permettez que je termine et vous prendrez la parole. Aide-moi, allez-y, vous avez la parole. Je reste dans les éléments de la nature. L'homme doit être en harmonie avec sa nature. Et c'est dans tous les encycliques, c'est dans tous les écologistes le disent. L'homme doit être en nature avec son environnement pour protéger l'écologie. Et mieux l'écologie est protégée, mieux l'homme se porte dans l'environnement dans lequel il se trouve. Je parlais de l'environnement, la violente pluie. Vous savez, à l'ouest, les pluies qui sont considérées comme celles de bénédiction sont des fines pluies, des gouttelettes, qui ne durent pas longtemps et qui s'accompagnent d'un soleil radieux pour un événement qui se tient avec éclat. Mais là, la pluie était violente, j'ai dit orageuse et torrentielle. C'est un questionnement, je ne suis pas affirmatif, j'ai dit c'est un questionnement. Est-ce que, avant de tenir cette rencontre, ces dignitaires traditionnelles ont essayé de se mettre en harmonie avec la nature? Ça, c'est une question que je me pose. Mais toujours au niveau de l'environnement. Vous avez vu, on a vu des personnalités qui sont arrivées sur le terrain, des autorités administratives qui ont assisté à cet événement. Et certaines autorités qui ont un rôle institutionnel sont arrivées pour le nom et au compte du RDPC, au nom du RDPC, avec des véhicules de l'État. Cela pose également un problème et renforce l'idée selon laquelle, au Cameroun, on serait dans un... Le parti serait le parti État ou l'État-parti. Or, le chef de l'État lui-même l'a si souvent dénoncé que ce n'est pas un parti État ou État-parti. Je pense qu'il faut que de ce point de vue, il y a la confusion que le malentendu soit relevé, parce que c'est très courant de voir les autorités administratives descendre avec les véhicules de l'État dans les meetings du RDPC, parce que c'est quand même le carburant de l'État, c'est-à-dire c'est avec l'argent du peuple camerounais qu'on voit les autorités aller faire des meetings du RDPC. Vous avez évoqué la motion de soutien et ces propos controversés qui ont été rendus publics lors de ce meeting de Bafoussam. Professeur Pascal Charlemagne Moussanga Niamdine, comment comprendre un discours aussi extrémiste selon Edmond Kambia qui soit contenu dans une motion de soutien adressée au chef de l'État? Pourtant, le président de la République prône l'apaisement dans ses multiples tweets qu'il a partagés avec les Camerounais il y a quelques mois. Non, Edmond a raison, parce que je suis l'un des exégèses du président Paul Biya, qui est mon maître politique. J'ai opéré un choix vis-à-vis de cet homme, j'avais 20 ans, et tout le monde a raison sur ce plateau, c'est un homme apaisé. D'ailleurs, vous avez constaté que à son retour de Genève, il a senti le malaise. Pour ne pas l'amplifier, il est rentré au Cameroun et rien ne s'est passé. Moi, j'aurais été à sa place, il faut le dire, parce que le président nous donne toujours des leçons de tempérament. Vous savez, je serais venu ici, moi j'aurais limogé les membres de certains membres du secrétariat général. Mais pourquoi aurait-il procédé ainsi? Mais pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de faits, on appelle des signes. Il faut savoir les décrypter en sémiotique. Avant, il y a eu d'abord le voyage du chef de l'État et son trajet qui a été comme ça ventilé dans les réseaux sociaux. Qui met cela dans les réseaux sociaux? Moi, je continue à dire ce sont les anti-sardinards qui, pour moi, sont dans le parti. Et en d'autres, ça dit des gens sans tête qui sont de partout, de l'opposition et autour du président. Et pour moi, ce sont ces gens qui sont complices. Deuxièmement, au regard de votre question, et quelque temps avant son voyage,
souvenez-vous, bon, moi, je n'ai pas vu un ambassadeur sanctionné. Hein. Je n'ai pas vu une sanction. On vous dit, voilà le trajet du président de la République. On convoque quelqu'un à l'ambassade de Berne et puis rien du tout. Deuxième signe qui m'a vraiment impressionné en tant qu'homme politique, c'est qu'il y a eu une mobilisation très forte. Certains se sont amusés à dire, ce sont des Congolais, ce sont des Sénégalais, ce sont des gens qui balayaient des rues. Mais on a vu la foule. C'est un signe. C'est une façon de communiquer. Alors, quelques temps après, comment on peut ne pas dire à un président de la République qu'en ce moment bien précis, la situation n'est pas bonne pour votre sécurité, ne serait-ce que pour votre sécurité. Moi, je crois qu'à partir de là, il est clairement établi que les complicités ne viennent pas toujours là où on croit. Les complicités viennent des personnes qui veulent entretenir la guerre. Cette guerre au nord-ouest, cette guerre au sud-ouest, fait le bonheur de beaucoup de gens. Au palais d'Itoudi. Quel est leur intérêt à entretenir cette guerre? Mais entretenir la guerre, ils vont avoir beaucoup d'argent. Il y a l'économie de guerre. Et il y a l'économie de guerre. Certains sont en prison. J'ai beaucoup de camarades politiques en prison qui financent. Moi, je cause avec les gens à Paris. Et en fait, si vous regardez très bien le casting, lorsqu'on vient nous dire que ce sont les anti-Sardina qui veulent le départ du président, qui veulent non. Ceux qui ont organisé le départ du président, ce sont les gars dans mon parti d'abord. Ils sont majoritaires. Tous ces gars qui sont en prison ne sont pas là en prison pour rien. Et ceux qui veulent affaiblir le président, c'est ceux qui bloquent le dialogue inclusif. Ces gens qui veulent affaiblir le président, c'est ces gens qui gouvernent mal, qui en coup de milliards. Regardez la bataille qui s'est passée à la communauté urbaine de Douala, entre le maire de Douala premier et le délégué du gouvernement. Comment on peut comprendre qu'il n'ait pas été sanctionné? Donc, il faut comprendre qu'il y a un sentiment aujourd'hui qui est tel qu'aujourd'hui, bon, nous sommes engagés auprès du président de la République, parce que nous sommes des fidèles, nous croyons aux institutions. Mais on ne peut pas obliger tous les Camerounais à supporter tout cela. Donc je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, effectivement, pour éviter cela, je vais chuter sur 2 points. Premièrement, il faut combattre le tribalisme. Moi, je suis choqué, je suis exaspéré lorsque je vois des intellectuels de part et d'autre. Il faut quand même vous dire qu'un Ghana, c'est mon collègue universitaire. Je ne peux pas le renier. Ce garçon, quoi que l'on dise, il est brillant. Il enseigne dans des universités étrangères. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi, j'ai cette expérience. Je crois que toi aussi, tu as enseigné à la Sorbonne. Je pense qu'il ne faut pas banaliser sa position d'universitaire. Mais à l'intérieur, on a des Ghanans aussi. Moi, je suis très mal à l'aise aujourd'hui de voir que certains activent et attisent la guerre à l'effet de garder leur position parce qu'ils ont pris le président Paul Biya en otage. Je suis de ceux qui pensent que certains groupes ont pris le président Paul Biya en otage. Le président de la République peut-il se libérer de cette prise d'otage dont vous parlez? Est-ce qu'il peut se libérer de cette collaboration en otage? C'est grave. Hein? Tu es naïf, Robert. C'est très grave. Robert est très naïf. Attention. Robert, vous êtes le ministre de l'Ombre. Qui nomme? En politique, on raisonne, hein? On évite la passion. Qui nomme? Si moi j'étais passionné comme vous, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit. Non, mais écoutez, qui moi, nomme? je voudrais que les choses changent. Mais vous, moi, je peux dire. Permettez que termine. Oui. Ce qu'on observe, qui nomme? qu'effectivement, dans le système. C'est le temps de parole vraiment. Je vous en prie, professeur Messanga Nyamding, vous terminez. Bon, ce qu'il ne comprend pas, c'est systémique. Un système, c'est des acteurs. Les acteurs sont les acteurs de l'intérieur et les acteurs de l'extérieur. Quand je pose ce problème, je m'interroge aussi, entre autres, sur la réalité de l'opposition camerounaise, politique, comme m'a dit Tchungan, qui n'est pas homogène. Il est clair que lorsque nous sommes partis aux élections d'octobre 2018, certains avaient déjà programmé, quel que soit le cas, le départ du président Paul Biya, par tous les moyens. Lorsqu'on évoque le tribalisme, et je condamne le tribalisme, qui était le premier à dire « Je m'appelle Kamto, je suis né à Bafoussam, je suis Bamileke ». Avait-il besoin de faire cela? Donc il faut faire attention. Ce pays a besoin des gens modérés. Des gens qui veulent qu'on ait de l'eau, des gens qui veulent qu'on ait de l'électricité, des gens qui veulent qu'on mette en état d'arrestation les fossoyeurs de la canne, des gens qui veulent qu'on lutte contre la corruption, des personnes qui veulent que les Camerounais soient de plus en plus épanouis. Mais on arrive à quoi? On arrive à une situation où on fustige les Bamileke
alors que c'est quelques extrémistes. Ils sont bêtis, ils sont bamilekés, qui troublent la situation. Et enfin, pour terminer, je peux constater que pour s'en sortir, il faut vraiment, et là je partage la cosmogonie qu'a tenté de développer ici Edmond Kamia, il faut ressusciter notre tradition. Quand vous voyez que des jeunes enfants bamilekés qui disent que tel chef ne peut pas mettre les pieds à Paris, tel autre est un fossoyeur, vous allez vous rendre quand même compte que c'est grave. Justement, quand on sait dans ce pays, permettez-moi de chuter, que vraiment le symbole de la cosmogonie de l'invisible, deux tribus, d'abord les Bamilekés au Cameroun, qui nous ont toujours donné une leçon de respect du chef. Aujourd'hui, regardez un Robert Wafo qui sur le plateau, mon ami Robert juge insultant. Non, c'est quand même inadmissible. Vous dérapez tous aujourd'hui. Vous dérapez tous. Moi, je pense que si vous voyez, peut-être qu'on n'est pas dans la dans mission, notre cosmogonie, c'est que c'est qu'un faux. Peut-être qu'on n'est pas dans la même mission. Je vous en prie, vous avez évoqué la nécessité pour les Camerounais le de respect des traditions. Le respect des traditions. Oui, Maintenant, permettez-moi de chuter. Je vous en prie. Je n'ai pas trop. vous permettrez aux autres aussi de réagir. Mais vous allez voir que moi, je permettez-moi de chuter. Je vous en prie, Charles. Je chute donc pour vous dire que chez les Bamilekés, il y a la culture du faux. Chez les bêtis, les hommes, le faux, vous savez, en Égypte pharaonique, on l'a bien compris. C'était maintenant des dieux sur terre. On voit des gens Maître Sikati à la parole. dit que ce sont des dérapages inacceptables. Maître Sikati à la parole sur c'est inacceptable. L'enjeu de respecter les autorités traditionnelles, et pourtant il y a des questions politiques importantes qui concernent le Cameroun. Vous avez suivi tout à l'heure le bâtonnier évoquer la nécessité de se concentrer sur des vrais problèmes de fond qui concernent les Camerounais et non de se préoccuper des situations politiques où des extrémistes semblent avoir pris en otage l'opinion publique camerounaise. Quelle est votre analyse sur ces points précis? Mais déjà, à écouter M. le bâtonnier Tchungan, j'ai l'impression qu'il a oublié que ceux qui dirigent le Cameroun sont les politiques. Et si on attend des solutions, ces solutions-là viendraient forcément de ces politiques-là. Donc il ne faut pas qu'on rentre dans un discours sophiste qui tend en réalité à nous détourner du vrai débat. Les questions qui polarisent aujourd'hui le débat politique sont des questions essentielles qui en réalité reflètent le ressenti de tous les Camerounais, du moins de la majorité. Lorsqu'on parle des questions de... Je vous en prie, professeur. Lorsqu'on parle des questions de... Vous savez, moi j'aime souvent dire, il faut être capable à un certain moment de remettre l'église au centre du village. Parce que quand j'écoute le bâtonnier Tchungan, j'ai l'impression qu'on est dans un processus d'enfumage qui ressemble textuellement à la stratégie de communication du RDPC. Cette stratégie de communication qui consiste à vous dévier vers des faux problèmes, alors qu'on sait très bien quel est le véritable problème. Lorsqu'on parle de la question du tribalisme dans notre pays, mais vous pensez vraiment qu'il est possible de traiter un mal sans s'attaquer à la racine? Vous pensez que la question, on peut se contenter aujourd'hui de dire le professeur Kamto a affirmé son appartenance régionale ou bien ethnique devant le Conseil constitutionnel, sans se poser la question de savoir quelle est l'implication du régime RDPC dans l'instrumentalisation du tribalisme? L'instrumentalisation du tribalisme ne date pas d'aujourd'hui au Cameroun. Depuis 1990, les années 1992, il s'agit là d'une stratégie qui a toujours été utilisée par le régime au pouvoir pour empêcher aux Camerounais de se mobiliser afin de réclamer une certaine alternance politique. C'est un secret de polichinelle que tout le monde connaît. Donc, ne faisons pas comme si aujourd'hui, c'est vrai que je ne peux pas m'associer aux propos de M. Nganan, mais en même temps que nous critiquons ses propos, il faut aussi être capable de critiquer les dignitaires du régime au pouvoir qui manipulent les Camerounais dans le sens du tribalisme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je pensais, quand je vous écoute parler, moi je pensais que vous alliez aussi décrier l'attitude des députés du Sud qui, bien qu'étant les élus de la nation, prennent quand même sur eux la responsabilité de se présenter publiquement comme les députés d'une région et de prendre position contre des personnes d'une autre région. Moi, ça, c'est des véritables scandales. Je pense qu'il n'est pas possible de régler la question du tribalisme dans ce pays sans citer le véritable responsable qui est le parti au pouvoir. Mais je voudrais vous dire, M. Messanganyamding, peut-être vous l'ignorez, je voudrais vous dire que pendant la campagne électorale, il était pratiquement impossible pour Kamto de faire sa campagne, d'afficher même, parce que de faire sa campagne dans le Sud. Les affiches de campagne étaient déchirées et les gens nous disaient carrément qu'on ne veut pas d'un président bamileke, allez faire votre campagne à l'Ouest. Vous savez ça?
Mais ça aussi, il faut être capable de le dénoncer. Vous pensez vraiment que ces situations-là se sont passées après les propos de M. Ngana? Non, pas du tout. Donc c'est une façon de vous dire... Non, je n'encourage rien du tout. Je suis en train de dire... Je vous en prie, professeur. Laissez-moi... Laissez Maître Tsikati aller jusqu'au bout. Très bien. Professeur, je vous en prie. S'il vous plaît. Messieurs, Maître Désiré Tsikati a la parole. Donc ce que je dis... Non, ce que je dis n'est pas compliqué à comprendre. Il y a une manipulation du tribalisme d'essence étatique que le régime a mené dans ce pays, et certaines personnes ont fait de la récupération. Parmi ces personnes, il y a M. Ngana. Donc je dis, si nous voulons trouver une... Non, moi je n'ai jamais été tribaliste, vous ne trouverez jamais personne qui vous dirait, s'il vous plaît, je vous en prie, mais parce que c'est vrai. Vous êtes dans la négation de la vérité. Maître Tsikati, développez, je vous en prie. Maître Tsikati, allez jusqu'au bout de votre pensée. Bien sûr, donc je disais que le tribalisme au Cameroun est devenu un tribalisme d'État. Les personnes, les individus qui sont cités d'ici à là, même les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, sont des gens en fait qui sont conditionnés de façon inconsciente par cette politique de tribalisation qui est menée par le régime. Le régime a mis sur pied une structure qui consiste à faire croire aux Camerounais. Lorsqu'ils se rendent compte que des Camerounais d'essence tribale, d'origine tribale différente sont en train de se mettre ensemble pour revendiquer un intérêt collectif, eh bien, on a tout fait de vous dire, non, l'intérêt que vous revendiquez, à la fin, va profiter à telle personne qui est de telle tribu. C'est de ça qu'il s'agit, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des sociologues qui l'ont écrit ici, dans ce pays. Donc, il faut qu'on soit honnête. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour traiter un problème, il faut s'attaquer aux véritables causes. Nous n'allons pas toujours nous enfermer dans des débats périphériques. La question du tribalisme, c'est une question, l'une des raisons pour lesquelles notre pays a des problèmes de cohésion sociale aujourd'hui. Mais au-delà de la question du tribalisme, je pense aussi que lorsqu'on prend par exemple le problème anglophone, mais le problème anglophone n'est pas seulement, c'est pas un fait du hasard. La marginalisation de la communauté anglophone est aussi la conséquence de ce tribalisme d'État. Personne ne peut le nier, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est même un processus qui date même avant l'arrivée du régime du renouveau. Personne ne peut le nier. Donc, si nous voulons apporter des solutions pour reconnaître ou bien pour trouver l'apaisement que nous avions avant, mais il faut être capable d'affronter les problèmes dans le sens le plus indiqué, dans le sens de la justice, dans le sens de l'équité. Le pouvoir dans un pays, bien sûr, sauf que le respect des institutions, le respect des institutions ne doit pas être le devoir de certaines personnes seulement. C'est le devoir de tout le monde, même des autorités qui nous gouvernent. Une autorité qui peut se permettre de donner des autorisations de manifester seulement aux partis au pouvoir, c'est une autorité qui est en train de saper les institutions. Moi, je pense qu'il y a un principe fondamental qui gouverne la vie dans une république. C'est l'égalité de tous les citoyens devant les institutions. Et pour aller vers la décrispation de la vie politique au Cameroun, d'aucuns s'attendaient à la libération des prisonniers politiques et des prisonniers qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, mais plutôt ce sont des scènes insoutenables qui ont été vécues ces derniers jours. La presse en a fait grand cas, notamment la presse d'expression anglaise. Ces vidéos où des femmes et leurs enfants ont été torturés, ont subi des sévices corporels de la part des groupes armés encore non identifiés, des images d'une rare barbarie condamnée par l'opinion publique et des images révélateurs de l'ampleur de la crise humanitaire et la crise anglophone. Tony et Chongan, vous en parliez tout à l'heure, et pourtant sur le terrain, ce sont des femmes et des enfants qui sont à la merci de cette violence meurtrière, de ces tensions qui ne cessent de prendre de l'ampleur dans les régions anglophones. Avez-vous le sentiment, au regard de cette crise humanitaire, que l'opinion publique nationale, les gouvernants, partis politiques, acteurs de la société civile ont pris conscience de la gravité de la situation et de l'urgence de résoudre ce problème? Lorsqu'on observe le comportement des acteurs politiques, et j'y reviendrai, la réponse est non. On a comme le sentiment que ce sont des phénomènes périphériques qu'on peut traiter comme ça à la légère au tournant d'un débat politique. Mais je veux revenir sur le fond des choses. Moi, je suis effrayé lorsque j'entends Maître Tsikati parler de tribalisme. Moi aussi. Je suis effrayé. Voilà la méthode exacte. Je vous invite
à regarder cette vidéo de M. Ngana. Il fait exactement la même méthode. Vous avez parlé d'un tribalisme d'État. Voilà ce qu'il fait. Vous éludez un certain part du tribalisme, vous donnez une référence à un autre part. Est-ce qu'il est possible de façon globale du tribalisme que je parle là? C'est surprenant ça. Maître Désiré Sikati, je vous en Est-ce qu'il prie, est le possible que bâtonnier à la parole. Est-ce qu'il est possible que Je fais une dénonciation Je vous en globale. prie, maître, vous rappeler que professeur et maître, messieurs, je suis modérateur ici. Alors, vous allez respecter. Monsieur professeur Nyamding, je vous en prie, vous arrêtez. Messieurs, Sikati, je vous en prie, on s'arrête là. Messieurs, professeur, Messanga Nyamding, vous mettre à l'ordre. je vous en prie. Alors, messieurs, Un peu d'éducation. messieurs, je vous en prie, vous vous arrêtez. Vous êtes jeune. Vous vous arrêtez, tous les deux. Maître Désiré Sikati, professeur Messanga Nyamding. Non, moi je suis calme. Nous sommes sur droit de C'est réponse. insupportable. Nous sommes sur droit de réponse. Ce qu'on fait dans la Une rue, émi- n'amenez pas ça sur le plateau. Professeur, je vous en prie, j'ai la parole. Nous sommes sur droit de réponse. C'est une émission où on partage incroyable. des idées, des opinions et des points de vue dans le respect des différentes personnalités, des Bien différents sûr. avis Merci. qui sont émis ici. Alors, pour le moment, c'est le bâtonnier Charles Tchongan qui a la parole et Quand qui même. était en train de réagir aux propos de Maître Désiré Sikati. Bâtonnier, vous avez la parole. Je vous en prie, allez-y. Merci Cédric. Moi je voulais indiquer, je ne m'en prends pas la personne, j'indique simplement, j'ai fait une affirmation. J'ai dit que je suis effrayé par ses propos. Point. Démonstration. La science, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a la méthode. J'étais en train de vous décrire la méthode par laquelle on parvient à ce type de conclusion. Et je n'ai même pas pris son exemple. J'ai pris l'exemple de M. Ngana qui dit, c'est vrai, j'invite les Camerounais à regarder cette vidéo. Je les invite à regarder. Il dit, oui c'est vrai, on m'accuse au Cameroun en ce moment d'avoir lancé le débat sur le génocide. C'est vrai, mais il faut que je vous explique pourquoi. Il dit, le représentant du Congrès, une dame, a introduit une motion au niveau du Congrès américain. C'est elle qui en a parlé la première. Le Parlement européen, un député suisse a essayé de vouloir interdire le séjour du président à Genève. Au Parlement européen, on a pris une résolution pour s'inquiéter de l'évolution de la crise anglophone. Et enfin, il dit, le Guardian a parlé d'un probable génocide au Cameroun. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un génocide en préparation au Cameroun. Vous voyez, on parle d'un fait anodin, d'un fait qui n'a aucun sens, on développe pour aboutir à une conclusion qui est fausse. Quand on dit, vous savez, moi j'ai condamné cet acte, c'était à Mbalmayo. Vous parlez de l'affiche du professeur Kamto, c'était à Mbalmayo. Et la maison en question était la maison qui appartient à ma famille. C'est ma tante qui a cette maison, Madame Djilo. C'est ça, c'est elle. J'ai la vidéo. C'est elle qui est sortie. Elle est représentante du RDPC. Elle est sortie, elle a déchiré les affiches de M. Kamto pour y mettre les affiches de M. Bien. C'est visible, ça a été filmé et diffusé. J'indique donc, c'est pas parce que ce fait a eu lieu qu'il faut en tirer les conséquences que telle structure ou telle autre structure est tribaliste. Le tribalisme, c'est un État. C'est les comportements des individus Au quotidien. qui, au quotidien, s'organisent sur la base de leur appartenance culturelle pour essayer de s'accaparer, n'est-ce pas, des biens de la collectivité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui motive ces gens-là? Ce n'est pas l'intérêt général. Tous les tribalismes ont le même problème. C'est la cupidité et l'intérêt personnel. Et on les trouve partout dans la République. Les tribalistes, on les trouve partout dans la République, dès qu'il y a un gâteau à se partager. Et vous les verrez dans toutes les tribus du Cameroun. Je vais citer un Vous dites donc la même chose que moi à la fin. J'ai un confrère. Monsieur le bâtonnier, vous dites donc la même chose que moi à la fin. Mais c'est pas ce que vous avez dit, cher confrère. Moi, je vous interromps pas, mais vous avez cette façon. Non, mais ayez l'humilité de reconnaître que vous dites la même chose Je que vous moi. en prie, Maître Désiré, laissez le bâtonnier aller. Mais c'est le comportement Bâtonnier, du MSC. je vous en prie, vous avez la parole, allez-y. Le tribalisme, c'est comme un serpent de mer qui est en train d'envahir la République par des individus. C'est ça. Il n'y a pas de groupe organisé. Vous avez dit qu'il y a un tribalisme d'État. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas de tribalisme d'État dans ce pays. Vous avez des individus qui, en position de décision, prennent des mesures pour favoriser les uns. On les voit dans tous les secteurs, y compris dans notre secteur, où des ministres décident, n'est-ce pas, de tirer des dossiers à tel avocat pour en donner à tel autre avocat. Est-ce que vous pensez que ça, c'est pas du tribalisme? C'est du tribalisme dès lors que l'air culturel est la même. Donc il faut éviter de faire croire que l'État du Cameroun est un État tribal. Ça, je vous le considère. Est-ce que le gouvernement a assez fait, est-ce que le gouvernement a assez fait, bâtonnier, pour lutter contre ce problème? C'est ça le Contre problème. ce fléau. Que fait l'État? Pardon, je demande aussi la parole. On en vient à ce niveau-là. Mais moi, j'indique
qu'il va falloir que le Cameroun mette en place une législation forte, comme celle qu'on a mis pour les réseaux sociaux, là. Vous savez, les GAFA, là. Les gens s'amusent avec les WhatsApp et les Facebook. Il y a une législation camerounaise extrêmement violente sur les fausses informations diffusées par les réseaux sociaux. J'invite le gouvernement, n'est-ce pas, à ouvrir un débat sur la question du tribalisme dans ce pays. Parce que la question raciale et de la discrimination ne suivent pas à régler cette question-là. Ce sont des gens qui s'organisent par groupe pour s'accaparer d'une portion de la richesse nationale et se les partager. Maintenant, pour revenir à la question avec laquelle vous avez introduit le débat que je vous ai imposé. Ce qui s'est passé, cette violence exercée sur ces femmes et ces enfants dans le Nozo, c'est la conséquence de cette fracture dont j'ai parlé en début d'émission. C'est la poursuite de la fracturation de la cité. On n'ose plus qualifier ce qui s'y passe dans le Nozo. Sont des groupes de bandits qui se battent pour, n'est-ce pas, spolier des Camerounais. Sont des groupes rebelles financés par des puissances internationales qui veulent mettre la main sur nos richesses de cette zone. Sont des idéologues patriotes qui veulent un changement de système dans la gestion de cette zone-là. Aujourd'hui, on ne sait plus. Nous ne savons même pas si nous sommes en guerre civile. Parce que la guerre civile a des critères. On ne sait plus. C'est une violence multiforme qui s'exprime comme cela. Au fur et à mesure que les populations quittent ces zones-là, vous voyez que de plus en plus des milices se créent. On ne sait pas pourquoi. Moi j'étais dernièrement en Banga, mais il faut y aller pour voir ce qui s'y passe. Ah oui, c'est dangereux. C'est une ville qui est aujourd'hui complètement envahie par ces migrants de l'intérieur qui, fuyant les combats, sont venus déstructurer complètement l'économie de cette zone et où on voit à vue d'œil comment la pauvreté s'exerce et s'impose aux uns et aux autres. Vous voyez des enfants qui dorment dans la rue. Vous avez des maisonnées qui avant servaient au rangement des objets de famille qui sont loués à des prix défiant toute concurrence. Donc, ce qui est en train de se passer, nous, on ne se rend pas compte. Si vous regardez notre balance commerciale, vous voyez la masse, on parle de 1000 milliards d'importations de produits de première nécessité comme le riz, la farine, etc. Alors que nous avons des terres arables avec lesquelles nous pouvions produire tout cela. C'est que l'économie du Cameroun est arrêtée. À cause de la guerre. Je vois comment on fait un crédit de 44 milliards de francs CFA. Vous imaginez, on nous donne 44 milliards de francs CFA et on en fait tout un festin. Il faut faire attention à ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Il faut qu'on fasse attention. Arrêtons de parler politique, de faire de la politique politicienne. Parlons des... Moi je dis, on indique que j'ai entendu dire tout à l'heure que je fais du sophisme. Qui fait du sophisme ici? Il faut arrêter de transformer les débats sur la situation du Cameroun en un débat entre le MNC et le RDPC. Oui, justement, sur ce plateau, je vous en prie, mais des significatifs. Sur ce plateau également, il y a d'autres formations politiques qui ont le point de vue sur l'actualité. Jean-Robert Ouafo, sur cette situation qui se déroule dans les régions anglophones, où vous avez vu également sur Equinox Télévision, dans la presse, la Nouvelle Expression et d'autres journaux, des femmes copieusement battues par des hommes armés non identifiés, des images insoutenables des femmes avec les enfants, accusées de jouer les informateurs de la part du gouvernement. Elles ont clamé leur innocence, une ambiance de suspicion avec des tortures, des actes de maltraitance sur le théâtre de la crise anglophone. Comment en est-on arrivé là? Avant de répondre à cette question, très rapidement, en moins de 30 secondes, j'aimerais m'exprimer un peu pour un peu clore sur ce chapitre, sur la notion de tribalisme. Écoutez, il faut faire la différence entre la tribalité et le tribalisme. La tribalité, c'est l'acceptation de l'appartenance à une tribu. C'est tout à fait normal. Mais le tribalisme, c'est le rejet des autres tribus. Et puis, dans ce sens, quand on regarde comment les Camerounais vivent entre eux dans les quartiers, on est en droit de se dire que le tribalisme est instrumentalisé par une élite prédatrice qui agit tant dans le secteur économique que dans le secteur politique. Il faut que ce soit clair. Alors, jouer le jeu du tribalisme, c'est servir effectivement ces gens-là. Bon, maintenant, parlant de la crise anglophone, n'est-ce pas, de ces images, c'était des images insoutenables qui traduisent en réalité le drame quotidien que vivent
nos compatriotes dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que, voyez-vous, il faudrait qu'on dise aux gens, simplement, on ne délègue pas la fonction présidentielle en période de crise. Qu'est-ce qui peut justifier? Combien faut-il de morts pour que, enfin, le président de la République s'exprime sur cette crise? Pour qu'il convoque lui-même un dialogue politique national et inclusif. Ces images sont insoutenables. C'est ce que nous avons pu voir. Mais quand ces compatriotes de ces deux régions viennent vous parler, quand ils viennent dans mon bureau, ils disent ça c'est rien. Ils disent ça c'est rien. Il y a des villages qui ont été rasés. Ils disent mais les enfants, mais ils disent ce qui se passe. Ils disent quand vous partez quand vous voyagez, le long du trajet, il y a des contrôles alternés, des contrôles de nos forces de défense et de sécurité. Et après il y a le contrôle des bandes armées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voyez-vous, quand vous prenez le bilan à l'heure actuelle, on parle de plus de 2000 morts. Mais dans tout ce qu'on fait là du côté francophone là, mais il n'y a pas autant de morts. Il n'y a pas autant de morts. Et j'ai bien envie de me poser la question de savoir si ce débat sur le tribalisme et tout ça, ça ne participe pas de la diversion par rapport au véritable problème de la crise anglophone. Ouais, je suis d'accord. J'ai bien envie de me poser cette question. Moi aussi, je suis d'accord. Parce que voyez-vous, ce qui se passe est grave. Quand ils viennent dans mon bureau, ils me disent, mais monsieur le maire, vous parlez même de quoi tout le temps à la télévision? Nous mourrons. Nous mourrons. On vous parle de plus de 560 000 personnes qui ont fui leurs habitations, dont plus de 35 000 réfugiés au Nigeria. 530 000 qui sont des déplacés internes. Et qui, donc, télévision a fait un reportage une fois. Ou du côté donc, de Bonabéry, c'est la catastrophe sexuelle. Mais ces gens vivent un drame insoutenable. Insoutenable. Ce n'est pas possible. Nous devons faire quelque chose. Et quand les gens voient cela, ils parlent plus d'autre chose. Moi, je dis, si rien n'est fait, M. Seydi Noufélé, si rien n'est fait, la crise anglophone sera la tombe de ce régime. Mais le Premier ministre s'est rendu dans la région du Nord, sud-ouest, porteur d'un message présidentiel, d'une volonté du dialogue du chef de l'État. Depuis là, avez-vous le sentiment que les choses ont évolué dans ce sens? Les choses n'ont pas évolué. Je l'ai dit ici à l'entame de l'émission. Les choses n'ont pas évolué. D'abord, sur les propos du Premier ministre, il a parlé d'un dialogue politique national inclusif. Le professeur Messanganyam dit, bon, ok, le ministre de l'administration territoriale a fait un aveu comme quoi c'était un lapsus. Que c'est un lapsus. Bon, il a considère ça comme ça, mais Waf considère ça comme ça. Professeur, je ne peux pas. Il a fait dans une chaîne qui rentre dans non, mais laissez ça, laissez la chaîne. Ou alors à défaut qui vient, qui le non, laissez-le tranquille. Sous le dialogue annoncé par le Premier ministre. Voilà. Depuis que le Premier ministre, écoutez, il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai l'habitude d'appeler la 5e colonne. Tapis dans le sérail. Qui ne voudra jamais que la crise anglophone, que la guerre dans le nord et le sud s'arrête, particulièrement à ce qu'on appelle l'économie de guerre. Vous avez compris? Et ils l'ont entretenu durant longtemps. Le bâtonnier disait, il parlait des problèmes sérieux qu'il faut mettre en exergue. Oui, je suis d'accord. Oui. Sur la décentralisation. Parce que si on avait appliqué, je veux dire, mise en route, les différentes lois et les différents décrets en vigueur en ce qui concerne donc le concept de décentralisation, on n'en serait pas là. Parce que quand vous parlez des régions, il y a une loi, il y a la loi de 2004 sur les conseils régionaux. Les conseils régionaux ont compétence entre autres sur quoi? Sur le développement économique, sur les infrastructures, sur l'habitat, sur l'action sociale et même sur la promotion des langues et des cultures nationales. Tout ça, pourquoi ce n'est pas encore mis sur pied? S'il y avait eu cette décentralisation, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là du tout. Parce que voyez-vous, M. Seydi Noufélé, quand vous regardez... Nous sommes d'accord, le volume de transfert, le volume des crédits transférés par l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Littoral, c'est 35 milliards. Je vous en prie, mais écoutez, sur l'ensemble du territoire, oui, ça n'atteint pas 3% du budget de l'État. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai entendu l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation dit que de 2010 à 2015, c'était de 518 milliards de francs CFA. Mais sauf que ça représentait moins de 3% du budget de l'État durant la même période. Et quand vous regardez également
L'ensemble, quand vous regardez le taux de prélèvement obligatoire, M. Nyamdi Besanga, c'est-à-dire les impôts et taxes qu'on collecte au Cameroun, l'État central ainsi que les organismes qui lui sont rattachés concentrent 85,5% de ce taux de prélèvement obligatoire, contre 6,5% aux 14 communautés urbaines et 2,5% à 360 communes. Ça veut dire quoi? Sur 1 million de francs CFA qu'on collecte en termes d'impôts et taxes, l'État central a pour lui 855 000 francs CFA. Les 14 communautés urbaines ont 65 000 francs CFA. 360 communes ont 25 000 francs CFA. Mais vous parlez de quoi? Il faut changer ça. Vous parlez de quoi? Nous sommes d'accord. Et moi je dis, quand vous dites il faut changer, mais il faut aussi changer avec les hommes. J'ai dit qu'il y a une absence de volonté politique. Mais il y a également les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est-à-dire cupides, qui prennent des cartes faites. Je vais prendre un exemple. Et le bâtonnier le sait très bien. Sur les centimes additionnels communaux. Tout à fait. C'est incroyable. Tout à fait. Il y a un décret de 2011 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de revêtement des impôts communaux soumis à péréquation. L'article 6 alinéa 5 dit quoi? Sur la quote-part des centimes d'additionnels communaux alloués aux communautés urbaines, 40% doivent être reversés aux communes d'arrondissement de rattachement. Et le font. Nous sommes dans une ville comme Douala, je suis élu. Je sais. Nous avons une communauté urbaine qui a 35 milliards de centimes d'additionnels communaux. Tout à fait. Ça veut tout simplement dire quoi? Depuis Yaoundé, on aurait dû faire la répartition. 14 milliards. Dit que 40% depuis Yaoundé vont aux 6 communes d'arrondissement. Je le sais. Soit 14 milliards. C'est vrai. Et Chaque commune d'arrondissement vous n'avez devait jamais recevoir. reçu ça. Écoutez, monsieur Noufélé, parce que je sais de quoi je parle. Chaque commune devait recevoir au moins 2 milliards 300 millions de francs CFA. Ce qui est supérieur aux recettes. Voilà les vrais problèmes. Ce qui est supérieur aux recettes enregistrées par chaque commune en un an. Tout à fait. Mais vous voyez, les communes ne peuvent pas marcher. Je vous dis, Et le même délégué est toujours là. Je ne fais pas de problème de personne. Parce que Yaoundé Tout à fait. aurait pu, à la base, à la source, faire cette répartition. Pourquoi ils ne le font pas? Vous posez un problème, Pourquoi ils ne le font pas? vous posez un problème de gouvernance, Bien sûr. également qui est observé. De volonté politique. Oui. Parce que si on avait donc appliqué ne serait-ce que ces lois sur la décentralisation, on n'en serait pas là. Il y a également les hauts fonctionnaires, cupides, véreux, de véritables compradors qui s'enrichissent sur le dos des collectivités territoriales décentralisées. Et la situation est encore plus difficile, je vous en prie. Et le SDF, ça c'est pour conclure. Vraiment, je pense pour ma part, quand nous avons rencontré le Premier ministre, John Gouté, la délégation des été conduite par le chairman John Foun, nous avons posé 4 préconditions. Il ne faut pas faire un dialogue pour un dialogue. Faire le dialogue pour le dialogue, c'est bâclé. Le dialogue. Et on reviendra à la même situation. 1. Il faudrait cesser le feu bilatéral. 2. Il faudrait libérer tous les prisonniers politiques qui sont incarcérés dans le cas d'acquis d'Arophone, prisonniers politiques qui sont emprisonnés juste parce qu'ils ont voulu exprimer leur liberté constitutionnelle de manifester et de s'exprimer. 2. 3. Il faudrait qu'on désigne un médiateur qui aura en charge de contacter les différents protagonistes et de recueillir leurs avis et qu'il y ait des facilitateurs qui auront en charge donc, n'est-ce pas, d'évaluer le processus de paix. Justement. Arrêter le commun accord. Si on ne le fait pas, et pour qu'on le fasse, pour que tout ça soit fait. Avant qu'on arrive à ces propos sur la médiation. Et pour que tout ça soit fait. Je suis Jean-Robert Wafou. Une seconde, je suis. Et pour que cela soit fait, c'est le président de la République qui doit donner le ton. Il y a, Nyamdi Mesanga, on ne délègue pas la fonction. Il y a eu un communiqué de la Suisse annonçant la médiation d'un centre humanitaire pour le dialogue, et certains groupes séparatistes anglophones ont évoqué le manque de neutralité de la Suisse dans ce processus de médiation. Avec vous, Maître Désiré Sikati, au moment où la crise anglophone montre un autre visage, celui d'une crise humanitaire, avec son impact économique dans la région du littoral et dans la région de l'Ouest, qui subissent les effets dévastateurs de la crise, là où plusieurs localités qui sont voisines à d'autres villes anglophones subissent le contre-coup. Il y a Mbanga, il y a d'autres villes également dans le département de la Menoie, département des Bamboutos également, qui sont impactés par les effets dévastateurs de la crise anglophone. Comment appréciez-vous aujourd'hui l'évolution de la crise au moment où le Premier ministre avait annoncé la volonté du chef de l'État
à être ouvert à un dialogue national inclusif et qui peine à être mis en place jusqu'à ce jour. Bon, Cédric, je vais vous demander juste une permission, 2 petites secondes pour dire aussi 2 petites choses à la suite des propos du bâtonnier Tchongan relativement à la question du tribalisme. Lorsque je parle de tribalisme d'État, il ne s'agit pas de dire qu'il y a au Cameroun des institutions qui consacrent le tribalisme. Par contre, si vous avez des autorités, des hautes autorités de la République, qui publiquement font des affirmations à caractère tribaliste. Par exemple, si vous avez un ministre qui assimile le problème Bamileke ou bien qui assimile les Bamileke aux Juifs victimes de l'Holocauste, je pense que là, et que l'État ne dit rien, le président de la République ne dit rien du tout, on est face à une situation de connivence entre le président de la République, les supérieurs hiérarchiques, ministres supérieurs hiérarchiques, les premiers ministres et le ministre qui a fait la déclaration là. C'est ça que j'appelle le tribalisme d'État. À côté de ça, vous vous souvenez, en 2008, pendant les émeutes de 2008, il y a le ministre de la Santé qui avait tenu des propos stigmatisant une communauté qui viendrait à Yaoundé créer les problèmes. Il y a eu, à la suite de ces propos-là, on lui a pas remonté les bretelles, tout s'est passé comme il n'avait rien dit. C'est ça qu'on appelle le tribalisme d'État. Donc, monsieur le bâtonnier, le tribalisme d'État ne veut pas dire... On n'a pas la même conception. Voilà, non. Et ce que je dis, c'est ça, non. Quand l'État se tait, quand l'État se tait... Je suis d'accord avec lui. On n'appelle pas ça tribalisme d'État. Il n'y a pas de sanction. Non, ça c'est votre analyse. On n'appelle pas tribalisme d'État, on appelle ça instrumentalisation d'une fonction. Ben, c'est que j'ai dit donc, quand je prenais la parole sur cette question pour la première fois, j'ai parlé d'instrumentalisation du tribalisme. J'ai dit l'État, les dirigeants de notre pays ferment les yeux face aux actes de tribalisme et du coup, ça fait un effet de contagion dans lequel on aboutit à des situations comme celle de Ngana et les députés du Sud. Donc c'est assez élémentaire de comprendre ce que j'ai dit. Maintenant, pour revenir à la crise anglophone, moi, je pense qu'on est... depuis pratiquement... de parler sans respecter vos contacts. Je pense que depuis un certain... Monsieur le bâtonnier, vous êtes dans la posture d'un homme politique. Hein. Dans le débat politique, vous devez être obligé d'accepter quand même qu'on vous égratigne. On n'est pas ici pour vous caresser dans le sens du poil. C'est un débat politique. Messieurs, restons sur le débat de fond. Non, je suis courtois avec vous. C'est le débat politique. Je ne suis pas obligé de suivre... Messieurs, le bâtonnier, maître des explicatifs, vous avez la parole. Allez-y, maître. J'étais en train de dire, non, je ne fais pas la guerre. Je vous en prie, messieurs, maître des explicatifs à la parole. Monsieur, pour ce qui est de la crise anglophone, si vous remarquez bien, depuis pratiquement 2 ans, on est là à répéter la même chose. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les organisations non gouvernementales, que ce soit les partenaires étrangers du Cameroun. Tout le monde propose le dialogue. Mais seulement ce qu'on constate, c'est qu'il y a comme une sorte de duplicité dans l'attitude du gouvernement camerounais. Tout à l'heure, nous parlions du meeting de Bafoussam. Il y a certaines personnes qui ont dit ici qu'on a senti quand même plusieurs sons de cloche dans les discours. Le discours du sultan n'avait rien à voir avec le discours du secrétaire général du comité central du RDPC. Donc, ça veut tout simplement dire que quelles que soient les idées que nous proposons, on a quand même l'impression qu'au niveau des pouvoirs publics, ceux qui sont habilités à prendre les décisions les plus importantes pour le règlement de cette crise-là, qu'il y a une sorte de duplicité qui cache en réalité une absence de sincérité dans l'envie d'aller au dialogue. Moi, j'ai envie de dire que quand je regarde la façon dont les pouvoirs publics abordent la question anglophone, je pense qu'on souffle le chaud et le froid. On est en train de manier la carotte et le bâton. Parce qu'en même temps qu'on vous parle de dialogue, on est en train de mener le combat sur le terrain. Je voudrais quand même rappeler que parmi les solutions que le MRC a proposées, il y avait le cessez-le-feu, il y avait la libération de tous les prisonniers politiques. Et en même temps, je pense qu'il faut se garder de penser que le règlement de la crise anglophone va complètement anéantir toutes les crises sociales que notre pays, sociopolitique que le Cameroun connaît. Il y a, à côté de la crise anglophone, la crise sociopolitique qui est née après l'élection présidentielle d'octobre 2018. Ça aussi, il faut la régler. Donc, si vous souffrez de choléra et de peste et que vous décidez, vous allez à l'hôpital, on vous soigne pour le choléra et que vous maintenez la maladie, la peste, ne pensez pas que vous êtes en bonne santé. Non, je pense que le Cameroun, nous devons avoir une vision globale de règlement de toutes nos crises politiques. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est le dialogue. Dans tous les pays du monde entier qui se réclament démocratiques, il y a des discussions qui se font régulièrement entre les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et le pouvoir qui dirige l'État. C'est les choses les plus élémentaires. Donc, moi j'ai du mal à revenir tout le temps sur les mêmes débats, les mêmes sujets, les mêmes propositions, alors que de l'autre côté, on voit très bien que même entre ceux qui sont censés prendre les décisions, on voit très bien que tous ne parlent pas de la même voix. Tout à l'heure, M. Jean-Robert Wafo a parlé du ministre de l'administration territoriale qui dit autre chose que celle que son Premier ministre a dite.
Mais en même temps, M. Messanga Nyamding nous donne l'impression que c'était un lapsus. Quand c'est un lapsus, je pense qu'il y a un correctif qui est apporté par le supérieur hiérarchique, par le représentant, le premier citoyen de ce pays. Expliquez-moi comment est-ce que l'on peut parler du dialogue avec confiance, alors que jusqu'à maintenant, le président de la République n'a jamais pris la parole pour lui-même dire que l'option du dialogue est l'option qu'il a choisie. Aujourd'hui, il y a de cela quelques jours, il y a un groupe d'anciens présidents africains qui se proposait également de faire une médiation. Avant ce groupe d'anciens présidents africains, on a eu les Suisses qui sont arrivés comme un cheveu dans la soupe parce que personne n'a compris comment ils en étaient arrivés là. Et du coup, il y a certaines factions de groupes sécessionnistes qui ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas dans cette médiation-là. Donc, on est pratiquement dans ce que je pourrais appeler un cul-de-sac. La crise anglophone, on est bientôt à 3 ans de crise, il n'y a pas d'avancée. Je pense que il faut être sincère. Tout le monde est d'accord sur ce plateau de dire que notre situation sociopolitique, je dirais même pas économique parce que là, elle est catastrophique. Quand on voit arriver les problèmes de devises que nous connaissons, on ne sait pas de quoi sera fait demain sur le plan économique parce que ça risque d'être encore très dur. Non, mais il faut être capable de reconnaître que le pouvoir de Yaoundé, ce n'est pas une querelle politicienne. Ou bien, je ne le dis pas parce que je suis animé par le sentiment que mon parti doit remplacer le RDPC demain. Je suis convaincu que chacun ici aime le Cameroun. Mais si nous aimons tous le Cameroun, ne faisons pas l'analyse sélective. Par exemple, si nous parlons du tribalisme, ne donnons pas l'impression que le sens du tribalisme est plus élevé chez un tel que chez l'autre. Critiquons le tribalisme avec la même énergie, avec la même envergure. S'il faut appliquer des sanctions, faisons-le de la même façon qu'on le ferait pour Ghana, qu'on l'aurait fait pour les députés du Sud. C'est de ça que je parle. Maintenant, si nous rentrons dans ce genre de débat où on consiste à dire, voilà, c'est tel qui avait commencé, c'est l'autre qui avait commencé, moi j'ai envie de dire, mais attendez, à la fin, on va dire, si l'État ferme toujours, si les pouvoirs publics, le président de la République, le Premier ministre, tous les hauts fonctionnaires de cette République ferment les yeux dessus, moi j'appelle ça le tribalisme d'État, parce que c'est eux qui représentent l'État du Cameroun. Et sur la crise anglophone, professeur Messanga Nyamding, que faut-il faire après ce constat de 3 ans de crise, 9 sessions parlementaires, pas un débat parlementaire sur la crise anglophone. Il a fallu la sortie du gouvernement fédéral suisse pour faire croire aux Camerounais qu'il y a désormais un médiateur. Il y a un forum africain d'anciens chefs d'État qui souhaitent également pouvoir accompagner le gouvernement et le peuple camerounais dans la perspective de trouver des solutions concrètes. Mais là, le chef de l'État, le président de la République, reste silencieux alors que tous les regards sont tournés vers lui. Comment expliquer cette situation? Non, je crois que nous, ici sur les plateaux, nous faisons figure d'autorité. Parce que quand je suis sur un plateau, je représente symboliquement l'intention du président Paul Biya et de mon parti, quoi qu'on dise. C'est pareil pour Maître Sekati ou encore mon frère Robert Wafo et la société civile, représentée ici par Maître Tchungan. Et nous devons faire extrêmement attention. On nous regarde à Mondiovision, nos enfants nous regardent. Ce que les Camerounais attendent, contrairement à ce que vous croyez, des réponses de sortie des crises venant de nous. On n'a plus besoin, Maître Sekati, des gens qui justifient le tribalisme, quel qu'il soit. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, je le reconnais, moi j'en souffre dans mon parti. Malgré tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, malgré mes prises de position, moi j'ai pris du recul. Par rapport à certains caciques qui m'ont vu à l'école. Je peux vous citer un monsieur comme une personnalité comme Grégoire Ona. Il m'a vu étudiant. Je suis revenu, je suis encore là, il occupe toujours le même poste, je supporte. C'est pas parce que dedans... Oui, non, c'est important. C'est un ministre de la République. Bon, Il a la confiance du président de l'État. Non, ce n'est pas méchant. Mais je vous montre des modèles de frustration. À l'effet de leur dire que vous ne souffrez pas plus que nous. Nous souffrons plus que vous. Moi, j'ai tout donné à mon parti depuis 20 ans. J'ai été le patron de ce parti à Paris pendant 15 ans. J'ai perdu ma vue dans les années, il y a aujourd'hui 9 ans. On n'a jamais rien fait pour moi. Quand je vais battre campagne pour le président, comme je l'ai fait ici récemment, personne ne m'a donné de l'argent et je vais rencontrer les anti-Sardina. Personne ne se pose la question de savoir ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la crise anglophone? Il faut virer certaines personnes. Regardez, le président de la République, d'abord, qui doit virer? À la tribune des Nations Unies, j'en viens. Qui doit virer? J'en viens. Qui doit virer? Oui, Robert, je vais répondre. Il dit, je suis le mendiant de la paix. Ça veut dire que il fait preuve d'une humilité. À nul autre pareil qui tend à dire à ceux qui veulent qu'il atteigne son objectif, tendez la main. Mais c'est quand tu souvenez-vous bien, d'autres j'ai dit, je tends la main au MRC, je tends la main aux anglophones. Maintenant, les mécanismes, à l'effet de démontrer que c'est possible, effectivement,
c'est de poser des actes. Ce que vous dites est très intéressant, Vous c'est très comprenez? bien, sauf que vous Bien. n'êtes pas écouté par votre parti. C'est ce que nous Oui, dénonçons. oui, écoutez, mais c'est Ça veut pas dire que grave. vous êtes dans une Je suis démarche- engagé. Oui, oui, c'est bien, mais ça ne peut pas apporter la solution. Permettez, je peux aller plus loin. Vous devez plutôt tirer les allez-y. conséquences du Maître fait que vos Idriss camarades Kati. politiques ne vous suivent pas. Maître Kati, maître, permettez vos propositions au sont professeur, bien. je vous en Maître, prie, maître, je suis un permettez homme au professeur politique. d'aller jusqu'au bout. Je suis un homme Et politique ensuite, accompli. après cet appel, Ne vous inquiétez cette pas. fête que le chef de l'État a appelé, s'est présenté comme un mendiant de Bien, la paix, que bien. faut-il faire Bon, aussi? alors, je constate quand même une chose qui est très grave. On parle du ministre Kamto, on parle de Ghana, on parle... Mais moi, j'ai battu campagne pour le président de la République. Je constate qu'après l'élection présidentielle, qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Pourquoi il ne vous écoute pas? Permettez-moi, je vous en prie, ne me prêtez pas les idées. Si Pourquoi vous avez vous de voulez- l'argent, Je vous en Robert, prie, Jean-Robert, permettez à... je constate que rien n'a été fait. C'est le statu quo. Regardez comment est gérée la communauté urbaine de Douala. Regardez comment... Moi, j'ai même détecté des goulots d'étranglement. Parce que les gens parlent, mais ils ne les désignent pas. J'ai dit qu'il y a 3 points focaux où les collaborateurs administratifs du président doivent réagir et politiques. 1. Le secrétariat général de la présidence. On nomme les gens n'importe comment. Ce sont des copains, ce sont des coquins. C'est inacceptable. Je le dis parce que je mesure fortement ce que je dis. Parce que quand le président vous confie une certaine fonction, mais vous devez vous positionner à l'effet de stimuler la population au lieu plutôt que de l'énerver. Vous comprenez? Quand vous voyez que, par exemple, tous les collaborateurs, pratiquement tous, du secrétaire général à la présidence, prenez l'affaire de la caméra, on prend un SP, on prend l'autre, on met, et je n'en suis pas d'autres. Mais écoutez, en tant qu'homme politique, vous vous posez des questions. Deux, le secrétariat général du comité central. Je vous assure que dans notre parti, ces gens n'aident pas le président de la République. Ils sont là, ils sont assis, ils font n'importe quoi. Prenez le cas de l'Ouest. Moi, j'ai dit dans mon parti à mes amis politiques, je connais l'Ouest. D'ailleurs, le président est très soutenu à l'Ouest. Mais quel est le problème? Quand vous prenez au sénatorial, la veille d'une élection présidentielle, vous mettez un monsieur qui a conduit la liste au Sénat, vendeur de poissons, et il est là avec, sur une liste, avec un ministre d'État qui est derrière lui et il conduit la liste, mais vous créez le malaise. Donc moi, je pense qu'il y a des malaises entretenus. Notre secrétariat général aujourd'hui est saturé. Ils ont fait du bon travail. Je crois qu'il faut qu'on ait... Justement. Et enfin, dernier point, Oui. parce que je parle des 3 secrétariats. Il y a le secrétariat général du Premier ministère. On ne peut pas gouverner un pays. Je voudrais ici vous démontrer que c'est Camerounais qui nous regardent. Je vous assure, monsieur Noufélé, sortis d'ici, beaucoup ne savent pas ce qu'ils vont manger. Quand les gens voient des poubelles à Nubel, les gens voient des poubelles à Mora, à Pitois, à Garoua, à Bafoussam et ailleurs. Mais on voit en ces gens qui gouvernent, qui détiennent, chacun de nous détient une parcelle de pouvoir. C'est Paul Biya qui en paye. C'est pourquoi, pour chuter, je pense que Il y a un point que vous avez... le président, oui, Je vous en prie, professeur, allez jusqu'au bout, pour permettre aux autres de réagir. On est à la même émission. Nous ne sommes pas du même parti. Nous n'avons pas la même vision. Vous avez oublié les NAM. Vous avez oublié les NAM. Professeur, Oui, Niamdi, bon, alors je vais un dernier mot. Oui, Vous avez oublié les NAM. Allez-y, Je chute en vous Niamdi. disant que vous avez une illustration réelle qui n'a pas suffisamment été ici démontrée, mais je suis d'accord avec M. Sikati. Regardez aujourd'hui l'afflux des devises. Mais ce sont les mafias. Quand vous avez un État où les sociétés étrangères, je ne vais pas les citer pour ne pas mettre certaines sociétés mal à l'aise, il n'y a pas de contrôle. Où nos propres cadres auprès du chef de l'État sont actionnaires à Camwater, sont actionnaires machin. Même lorsqu'on vous dit qu'un directeur général a un mandat bien limité de 9 ans. Le texte est en vigueur, tout le monde le voit. Et les gars sont toujours en pause. Mais comment voulez-vous que ça marche? Pourquoi vous parlez Donc de c'est les NAM? pourquoi je dis qu'aujourd'hui, la solution, effectivement, personne, sauf à être malhonnête, ne peut nier que tous les Camerounais, dans leur majorité, compris au RDPC, sont victimes de frustration. Mais pour moi, ce n'est pas une raison pour prendre des armes ou contester l'ordre politique. Je pense que nous avons aujourd'hui de nouvelles armes que Paul Biya a apportées. Tout à fait. C'est une raison. Après vous, Et il faut se tourner. Edmond C'est une raison Kanga, pour le- Edmond Kanga, donne, je vous en prie, Edmond Kanga, un mot pour sortir de la crise anglophone. Que faut-il faire? Ensuite, le bâtonnier également pourra dire un mot. Je vous en prie. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que la manière dont est gérée la crise anglophone et la crise post-électorale nourrit les images que nous avons vues circuler dans les médias, les réseaux sociaux, où des femmes sont battues avec leurs bébés par des personnes non identifiées. C'est-à-dire, nous sommes en pleine république du soupçon.
Et la République sous soupçon entretient la méfiance Imbécile, et les mais aussi règlements de tué. compte. C'est qui Parce m'amène qu'il à a dire... tué à Kumba. Il faut en parler aussi, Edmond. Tout à fait, Voilà, cela d'accord. contribue et nourrit ce D'accord. genre de situation. J'ai dit il faut sortir de cette république de soupçon. Et pour dire un dernier mot par rapport à ce qui s'est passé à l'Ouest, je voudrais dire, Monsieur Noufele, que j'ai très peur. J'ai très peur avec la motion de soutien que j'ai entendue, qui me donne l'impression qu'on a assisté à Bafoussam à une danse macabre et sacrificielle. Voyez-vous, il y a dans l'énoncé, dans les condamnations, il y a un lien qui a été fait entre la brigade anti-Sardina et le MRC. Je ne reviens pas là-dessus. Mais j'ai l'impression... N'évoquons plus ça. Je vous en prie, monsieur le professeur. Je vous en prie. Je vous en prie, je suis en train de terminer. Faites table rase de tout ce qui est négatif. J'ai peur Je que vous cette en prie. danse macabre et sacrificielle ait un lien avec une personnalité politique qui est embassillée depuis bientôt 7 mois avec des alliés de sa coalition, avec des centaines de ses militants. Et cela me rappelle, pour chuter enfin, le procès de Jésus devant Pilate, qui, devant la foule assemblée, dit « Voici venu le jour où je peux libérer une personne. » Il y a Barabbas, le grand bandit, et il y a Jésus. Il demande à la foule assemblée « Qui dois-je libérer ?» La foule dit « Crucifiez-le, crucifiez-le. » Oui, mais il a eu tort. Il a eu tort. Il a violé les lois. Je termine seulement là. Edmond, vous êtes en signant la réflexion auprès des Le téléspectateurs. ministre Camto a Merci, violé les lois. messieurs. Faut pas le Bâtonnier dire, dire un mot. Vous êtes Bâtonnier, bizarre. comment Vous on êtes bizarre. sort, Faut pas comment dire ça. on apaise, Camto a je vous en prie, professeur. Oui, oui. Bâtonnier, comment on apaise les tensions au Cameroun? Vous avez suivi Voilà. cette passion dans le débat politique avec ces extrêmes qui se développent depuis quelques mois au Cameroun, au moment où les Camerounais ont de sérieux problèmes sur le plan de l'accès à l'emploi, l'accès à l'eau, l'électricité, l'accès aux ressources, aux besoins pour se soigner. Que faut-il faire aujourd'hui pour décrisper davantage le climat sociopolitique? En quelques mots. Écoutez, vous savez, c'est depuis 3 ans que nous appelons au dialogue. Tout à fait. Mais je pense qu'on a besoin d'un signe fort. Tout à fait. Je crois que le président de la République a le devoir constitutionnel de poser un acte qui montre bien le cap. Tout à fait. Moi, ce que je sais, c'est que des équipes sont en place pour organiser quelque chose. Mais je pense Ça me rassure. je crois que le pays a besoin que le président de la République prenne la parole pour indiquer le cap. Ça peut être le début, n'est-ce pas, Quand ça vient de vous, ça quelque me chose rassure. qui peut aller vers... J'ai entendu ça, ça fait 5 mois. Merci, Mais messieurs. vous êtes ça. Merci, Bâtonnier, Charles Tchungon. Merci à vous, professeur Messanganyandi, Merci, d'être venu Cédric. sur ce plateau. Merci Merci. également à Jean-Robert Wafo, Maître Désiré Sikati, Edmond Kamga d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.